Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on est avec Johan et on est debout. Hello. Je crois que c'est le premier podcast de la cellule que je fais debout. Ça va, Johan, la pêche? Oh, très bien, très bien. Alors, on rappelle, on te présente un petit peu. Tu t'appelles Johan Fichet, le bidule bidulant. Tu fais un peu de Twitch et notamment sur un jeu qui s'appelle Zelda 3 Randomizer. Il va peut-être être question de ça aujourd'hui. Alors, je le précise à tout hasard. Et nous sommes également avec Julien Botton. Julien Botton, ça va la pêche? Oui, la première fois que tu participes à la cellule. Nos auditeurs découvrent ta voix, mais ils vont l'entendre à maintes reprises. Julien est artiste peintre. Vous pouvez retrouver son travail sur Instagram. Tu peux préciser un petit peu où on peut te retrouver, Julien? Oui, sur Internet, Julien Botton. Voilà. On trouve mon site officiel qui est très bien référencé. Oui, je trouve qu'il est très bien référencé. Effectivement, j'ai jamais eu de difficulté à te retrouver quand je te cherchais. C'était toujours très simple. Alors, comment on pourrait qualifier ta peinture rapidement? Juste rapide pour... c'est très japonais, je dirais. Il y a quelque chose de très asiatique dans ce que tu peins. C'est très graphique, mais c'est pas du tout d'inspiration asiatique. Ah d'accord, ok. Je sais pas, moi tu vois, je rapproche ça des espèces d'estampes très... Alors c'est... On me le dit souvent, ou des mangas, mais non. En fait, c'est juste le côté graphique qui fait Donc ça. Je vous invite à aller voir ce que fait Julien. J'aurai l'occasion sans doute d'aller l'interviewer dans son atelier, enfin je l'espère. Ce genre de truc qu'on s'était promis avant le confinement. Puis quand tu veux. Ça a été remis à plus tard et toujours à plus tard. Voilà, mais aujourd'hui je suis très heureux de retrouver Julien pour ce podcast et pour ce premier playtest, le tout premier playtest de ton jeu, dont le mode code, le nom de projet est Masque. Pourquoi ? Dans la version finale, chaque personnage, en fait, ça va être la seule forme humanoïde qu'on va avoir dans le jeu. En fait, le seul design humanoïde qu'on va avoir dans le jeu, ça va être un masque vénitien pour chacun des 4 protagonistes. Donc, un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et puis, donc, le personnage incarné par un joueur ne sera représenté que par un simple masque vénitien. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez toi quand on regarde ta chaîne Twitch, ton avatar c'est un mascasse. Exactement. C'est marrant ça. Faudrait que tu nous expliques ce trip autour des masques. Zelda Majora's Mask déjà qui m'a beaucoup influencé de ce côté-là à vouloir prendre des masques. C'est génial ça. Et je sais pas, depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu aussi ce côté amoureux des graphismes des masques vénitiens. Ouais. Donc tu l'avais à Intrigue à Venise, ce vieux jeu même pas. Je l'ai là-haut. D'accord. Bah tiens, mais c'est ça qu'on devrait utiliser comme pion pour jouer. Ah bah parfait. Je vais les descendre tout à l'heure. Mais c'est trop bien, tu vas voir, ils sont vraiment, c'est la méga classe. Voilà. Ok, alors c'est parti, présente-nous tout ça. Et donc, comme tu le disais si bien, j'ai une chaîne Twitch, donc le bidule bidulant, donc qui est un peu en pause actuellement, car ma connexion internet est un peu légère, on va dire. Elle est bidulante. Oui. C'est, pour l'anecdote, je mets 3 secondes à uploader un fichier Excel vide. Donc, je vous laisse imaginer pour un stream, c'est un peu compliqué. Mais donc, je fais beaucoup de Zelda 3 Randomizer. Donc, pour ceux qui connaissent la Super NES, c'est le Zelda qui est sur Super Nintendo. Ouais. Donc, on peut le décrire comme étant un Metroidvania en vue du dessus, en vue donc vraiment à l'ancienne, un peu comme les Secret of Mana, etc. Voilà. Et la particularité de cette version-là, c'est que tous les objets de progression, même tous les objets du monde de Zelda sont mélangés. Toujours de telle manière à pouvoir terminer le jeu, mais on peut très bien commencer sans épée et avoir la baguette de flamme, donc qui est l'un des derniers objets que l'on récupère, qu'on récupère vers les 3/4 du jeu, ou alors très bien la canne de Birna, qui est la canne de Birna, qui est le dernier objet qu'on récupère avant d'aller au dernier donjon. Et tout ça, en fait, tout va être toujours mélangé. Alors ça, pour moi, ça paraît complètement dingue, parce que quand on réfléchit au design de Zelda 3, il me semble qu'il faut toujours un objet pour atteindre le donjon suivant. Un objet précis, j'entends, tu vois. Exactement. Genre, si t'as pas les bombes, tu dois pas pouvoir aller dans tel donjon. Si t'as pas eu le trésor du donjon 3, tu dois pas pouvoir aller au donjon 4, logiquement. En suivant la logique, il n'y a que 2 donjons qu'on peut inverser. Mais en réalité, les choses sont plus compliquées. Quand on utilise effectivement la version randomizer, on se rend compte que le game design et surtout le level design a été pensé pour que, avec les objets, on puisse se faire des raccourcis, on puisse accéder à des zones dans lesquelles on est passé par le passé, et
avec cette version randomizer, on va complètement casser la routine que l'on a dans le jeu normal. On va très bien pouvoir commencer par le dernier donjon, devoir faire un donjon, récupérer un objet qui va nous permettre d'avoir un autre donjon, qui va nous permettre de terminer le donjon précédent. Donc, on va rentrer, on va ressortir et on va re-rentrer dedans. On va vraiment passer plus de temps à faire de l'exploration, du moins. Pas vraiment de l'exploration, parce que les joueurs qui font du randomizer connaissent déjà la carte. Ouais. Ça, c'est Et un ils point. connaissent par cœur les endroits où sont les coffres. Exactement. Et ça, j'en reviendrai plus tard, parce que c'est... vu que c'est un jeu de société qui est grandement inspiré de ça, c'est un élément qui m'a posé souci. Mais j'en reviendrai après la partie. Alors, Julien, rapidement, est-ce que tu connais Zelda 3 déjà ? Tu vois un peu ce que c'est, Zelda 3 ? Alors, non. Ah, ça c'est complet. Est-ce que tu as déjà joué à un Metroid 3 par exemple ? Non plus. Tu avais quoi comme console ? On va trouver un truc. Moi, je jouais à la PS1 en fait. Donc, tu as commencé à la PS1. Ouais, j'ai pas joué avant. Est-ce que tu as joué Symphony à of the Night, Castlevania. Castlevania Symphony of the Night ? Non. Est-ce que tu as joué à Legacy of Kain, le tout premier ? On va la faire court. Moi, j'ai fait que les Final Fantasy. Donc... Alors, est-ce que dans Final Fantasy... Ben oui, si, Final complètement. Fantasy VI qui est en randomizer. On peut jouer en randomizer à Final Fantasy VI. Alors, Exactement. il a commencé au 7. Avec le 7, ce serait la même logique en fait. D'accord. T'imagines en fait le 7 où tu commences directement, où tu es dans le monde entier, où tu peux du coup te déplacer dans le monde. Donc, Ouais. tu as la map en 3D. Ouais. Et en fait, grosso modo, tu commencerais la partie là. Et puis, tu reverrais les différents lieux que tu as pu faire. Hein. Tu vas dans un lieu. Et c'est là où tu vas avoir des objets qui vont te permettre de débloquer d'autres chemins, en fait. D'accord. En fait, l'histoire serait vraiment mise de côté. Et tu te retrouverais, en fait, à faire que de la chasse à l'objet, en fait. Là où, normalement, tu es censé avoir des objets qui te font progresser, ben là, ça pourrait très bien te faire progresser dans une autre direction. Et du coup, Ouais, tu te serais... c'est Pardon, que vas-y. la mécanique du jeu, quoi, du coup. Exactement. Puis En le fait, background, quoi. ouais, c'est ça. Alors, il y a ce qu'on appelle les routes quand on fait un peu de speedrun, c'est-à-dire souvent on a l'habitude de faire un jeu en passant par une route. Et donc, on dit, bah voilà, là il faut commencer par tel donjon, donc on fait donjon 1, puis on ressort du donjon, on prend le trésor, on ressort du donjon 1, on attaque le donjon 3, parce que dans le donjon 3, il y a un trésor qui nous permet de gagner du temps sur le donjon 2, donc on va dans le donjon 3, on ressort du donjon 3, on va dans le donjon 2 qu'on finit hyper vite. Là, on trouve un objet qui nous permet d'accélérer le jeu à fond, donc on peut finir notre donjon 1 qu'on avait commencé mais qu'on n'avait pas fini, etc. Il y a comme ça dans tous les jeux vidéo qu'on veut speedrunner, il y a des routes. Et le problème ou le challenge du randomizer, c'est que le fait que tes coffres et les objets soient de façon aléatoire fait que les routes sont complètement broken, elles sont complètement cassées. Et donc tu dois trouver le challenge du randomizer, c'est ok, je vais ouvrir un coffre, je sais pas ce que je vais trouver dedans, et là tu dois te dire ok, j'ai la baguette de glace. Qu'est-ce que je peux faire avec la baguette de glace très rapidement, là, vite, en 15 secondes, je dois trouver le truc. Oui, si, je vais là. Hop, alors, Rien du tout avec la baguette de glace. C'est juste pour le dernier boss, le fameux tortue avec les deux têtes. Mais ça ne t'ouvre aucune route. Mauvais exemple. Un truc tout bête. Le grappin, effectivement. Le grappin qui permet d'ouvrir pas mal de routes. Mais j'avais un autre exemple pour ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout du Zelda 3. Très rapidement, on doit accéder à la montagne. Pour ça, il faut soulever un rocher avec les gants de puissance et ensuite traverser une caverne qui est dans le noir avec la lanterne. Ouais. Tout bêtement, c'est le seul accès qu'on connaît au début pour accéder à la montagne. Ouais. Dans le randomizer, on peut très bien ne pas avoir ou la lanterne ou le gant, mais la flûte. Flûte qui permet en fait d'avoir un raccourci vers cette montagne plus tard. Et donc, on a la flûte, on a le gant, et en fait, la dernière objet qui devrait normalement nous faire rentrer dans la montagne, donc à savoir la lanterne, ben, on peut peut-être la trouver dans la montagne, parce qu'en fait, on a la flûte qui nous permet d'accéder à la montagne avant la logique normale du jeu. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est qu'on casse la logique normale du jeu et on se retrouve à des endroits où on ne devrait pas se retrouver si on suivait la logique normale du jeu. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément quand même qu'il faut dire, c'est que pour jouer au randomizer, faut connaître le jeu par cœur. Exactement. Faut connaître la map par cœur. Faut savoir où sont les coffres qui peuvent être accessibles. Et surtout, il faut envisager les choses en se disant, bah voilà, quand je vais piocher tel objet, je sais quels coffres me sont à présent accessibles et quels coffres ne me sont pas encore accessibles. Exactement. Et donc, ça permet d'isoler les chemins possibles. Mais clairement, j'en reviendrai un peu plus tard, mais
dans le randomizer, il y a un terme qui est souvent utilisé, c'est en termes de sphère, en fait. Quand on a des objets, on permet d'aller dans des sphères un peu supérieures. Ouais. Et ce qu'on appelle la sphère 0, ça va être tous les objets qui sont facilement disponibles sans besoin d'aucun objet a posteriori. A priori. Donc, ce serait la main de base. Exactement. Et là, donc, du coup, vous allez voir, on a une mécanique très similaire. Je n'ai pas copié Randomizer. Il y a certaines choses, de toute façon, j'en reviendrai en débrief, qu'on ne peut pas tout simplement retranscrire. Dans un jeu de Mais société. j'ai voulu en fait essayer d'avoir cette essence. Ce même ressenti que j'ai quand j'ai fait une partie de Randomizer, j'ai essayé de la mettre en place dans un jeu de société. C'est génial. Donc c'est toi qui m'as dit à un moment donné, en fait, parce que tu voulais me mettre au randomizer, et tu m'as dit, mais en fait, les premiers objets qui sont directement accessibles, c'est comparable à une main de base. Exactement. Un peu comme dans Magic, quand on regarde sa main de base et qu'on se dit, mais que vais-je faire avec ça ? Ou comme dans le Val, où la main de base influence grandement le chemin que l'on va prendre pour gagner, soit la majesté, soit détruire l'adversaire, soit le rush carreau, soit au contraire une défense de l'enfant, etc. etc. Et donc, et c'est ça qui t'a donné le déclic, tu t'es dit, mais en fait, il y a un jeu de société à faire avec ça. On peut en faire un jeu de société, du moins on peut réutiliser des mécaniques similaires pour faire un jeu de société. Autre chose qui permet de compléter ça, c'est que le randomizer, sur certaines chaînes Twitch, je ne sais pas si je peux en nommer. Si, au contraire. Speed Gaming français, qui est en fait. On n'a pas entendu. Répète. Speed Gaming français. Speed Gaming qui est la chaîne en fait française de référence, donc qui va faire régulièrement des tournois de randomizer. Donc des personnes qui vont avoir le même pool d'objets aux mêmes endroits, donc ce qu'on appelle une seed. Les joueurs, les différents concurrents vont tous avoir le même monde, et du coup, ça va être à celui qui termine en premier. Donc, ils auront tous les bottes au même endroit, tous la lanterne au même endroit, et puis ce sera juste en fait leur connaissance de l'univers et les chemins qu'ils vont emprunter. Je fais remarquer juste que le mot utilisé est important. Oui. Ils appellent ça une seed. La seed, c'est la graine, et la graine donne naissance à un arbre. Et c'est très important parce que dans le randomizer, il y a cette idée qu'en fonction des objets que l'on découvre, l'arbre des possibles est différent. Et donc c'est normal qu'avec la même graine, on obtienne le même arbre. Mais le jeu, c'est à qui finira l'arbre le plus vite. Exactement. Et une seed, c'est le seed SEED, c'est un terme qui est très très utilisé dans les jeux procéduraux. Donc tout ce qui va être généré aléatoirement. Pour la simple raison que généralement, ça va être, par exemple, l'heure à laquelle ça va être généré, qui va en fait permettre de déterminer tout l'arbre qui va se faire derrière. Et donc on génère exactement la même milliseconde, la même chose, on aura la même chose. Il suffit qu'on ait un décalage d'une milliseconde pour que ce soit radicalement différent. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Julien, à ce stade, tu as des questions ? Non. Non, ça va, tu comprends ce qu'on se dit là. Ça a l'air un peu foufou, mais attention à ton micro, rapproche-le un petit peu. Voilà, t'es nickel. Donc, je t'en prie, vas-y, à moins que Julien ait une question. Moi, je suis curieux de voir comment, par rapport à ce que tu as dit, là, on attaque un jeu qu'on ne connaît pas du tout. Ouais. Et là, la deuxième point... Ça m'amuse le fait que Julien ne connaisse absolument pas le randomizer. Et justement, je viens là-dessus pour te dire qu'il va y avoir encore une autre chose dans le randomizer de base. Donc, il y a des mecs qui ont été suffisamment fous pour faire ce qu'on appelle le multi-world. Et c'est là où le Zelda Randomizer devient un peu terrible, c'est que ça permet de jouer en multijoueur, en coopératif. En fait, on génère 2 seeds différentes, donc avec des pools d'objets différents, et entre les joueurs qu'on aura mis dans qu'on aura désignés, on dit ça va être des seeds pour 2 joueurs, donc on va générer 2 seeds. Il va y avoir des objets du joueur A qui va être dans la seed B, et des seeds du joueur B qui vont être dans la seed du joueur A. Et ce qui fait que quand on récupère un objet, on ouvre un coffre, ça va pas être pour nous, ça va être pour le petit pote qui est à l'autre bout de la Terre. Alors, il est envoyé directement ou il y a un endroit où on peut s'échanger les objets ? Il est envoyé directement. Il est envoyé directement. Et du coup, ça, on en voit régulièrement donc, sur cette fameuse chaîne qui est Speed Gaming français, où du coup, ça va être donc, toute la sphère francophone de Zelda qui va être dessus. Donc, on va avoir des Canadiens, des Suisses, des Belges, des Français qui vont s'échanger des objets comme ça quand ils font des tournois en multi-world, du moins quand ils font des parties en multi-world. Et du coup, là où ça devient dingue, c'est qu'en fait, les objets qu'on récupère,
c'est pas forcément pour nous, c'est pour le petit pote. Et on arrive dans des cas de figure. Donc ça m'est arrivé de faire une seed avec cette option-là, où, parce qu'il me manquait un objet, il a fallu que j'attende que mon petit pote, qui était de l'autre côté, trouve des objets, me le trouve pour me débloquer la situation, qui me permettait de lui débloquer une situation dans laquelle il était bloqué. Ah, c'est génial. Et donc là, vous allez vous retrouver dans un système comme ça. Vous allez voir, c'est un jeu c'est énorme. où c'est un jeu qui est, pour moi, ce que j'appellerais asymétrique. C'est pas parce que j'ai fait 4 actions que Romaric va en avoir fait 4 ou que Julien va en avoir fait 4. Bon, je peux très bien en avoir fait 4, Romaric 10, et toi, Julien, t'es peut-être en train d'attendre parce que t'as plus beaucoup de points de vie. Donc, t'attends que quelqu'un t'en redonne un peu. Ouais. Soit te trouve une potion, ta potion qui te manque, soit vous verrez, il y a une autre petite mécanique qui permet de transférer en fait via des miroirs, via un miroir à un pote des objets. D'accord, ok. Donc là, c'est pas uniquement du randomizer, c'est du randomizer multi-world. Voilà. Et donc, d'où le coop, en fait. Exactement. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, sur les petites cartes, On peut jouer à combien on peut jouer de 1 à 4. On peut jouer tout seul. On peut jouer tout seul. La seule partie test avant celle-ci a été jouée toute seule. D'accord, ok. Mais c'est plus multi-world si t'es tout seul. Non, ça reste tout est mélangé. Donc, tu vas voir, le jeu est fait de telle manière que, en fait, même quand tu es tout seul, les mécaniques fonctionnent. C'est exactement les mêmes mécaniques que tu joues tout seul ou à 4. C'est juste que quand tu es à plusieurs, en fait, les objets que tu trouves, c'est pas forcément les tiens, c'est peut-être pour le petit pote qui est à côté. Ouais, D'accord, quand tu joues en solo, c'est que pour toi. Voilà. Okay. Donc si, il a raison, donc c'est plus multi-world du coup. C'est plus du multi-world. C'est du randomizer. Oui, c'est du randomizer tout court. Voilà, tout court, c'est ça. Oui. Ok, très très bien. Alors tu nous expliques un petit peu les mécaniques au micro ou alors on attend plutôt après? Ça devrait pouvoir se faire très rapidement. Alors on va c'est quoi avoir... Je vois des cartes violettes, des cartes vertes, des cartes blanches déjà, des pions. Exactement. Donc c'est le fait d'avoir prononcé le terme de sphère 0 tout à l'heure pour dire la première sphère, c'est pas anodin. Il va pas y en avoir 36 000, il va y avoir que 2 sphères. D'accord. Moins potentiellement 3, mais ça va pas non plus être... on peut pas faire une telle complexité. Déjà, vu le nombre de cartes qu'il y a, et vous allez voir, ça peut très vite se complexifier. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut de la place. Ça peut très vite être le bordel sur le terrain, parce que on va très vite avoir plusieurs cartes qui vont avoir des effets, donc soit des objets de progression qui vont nous permettre d'aller dans certains lieux, soit des objets qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles actions. Donc, pour éviter une surcharge cognitive de la part de mes joueurs, j'ai préféré restreindre à 2 sphères et demie, on va dire. D'accord. Donc, on va avoir un emplacement, un mini plateau composé de 6 cartes qui vont représenter 6 lieux différents. Sur ces 6 lieux différents, il va y avoir en fait un petit graphisme où il va y avoir une colonne avec des petits coffres et des monstres. Ça nous indique qu'il va y avoir une pile de cartes à côté de ce lieu-là, où il va y avoir donc les 2 premières cartes, ça va être 2 coffres, les 2 cartes suivantes, ça va être 2 monstres, dans celle que j'ai en face de moi, etc. Ça veut dire que quand un joueur va être sur cette carte-là, on passera toujours de la carte du dessus à la carte du dessous de la bibliothèque, toujours en allant vers le bas. C'est ça. Donc en gros, tu arrives sur cette carte-là, tu as déjà 2 coffres accessibles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est sur cette carte, en fait, il faut imaginer, parce que comme eux sont avec leur casque, il faut imaginer qu'on a un empilement en fait d'objets. Et que, par exemple, là, la carte nous indique que les 2 premiers objets sont des coffres. Et ensuite, on aura 2 monstres. Donc on sait à l'avance qu'une fois que ces 2 coffres auront été ouverts, on aura 2 monstres à tuer. Voilà. Pour arriver au coffre suivant. Exactement. Ça, c'est intéressant déjà comme mécanique. Il va y avoir des cartes d'une certaine couleur pour les trésors. Du moins, là, j'ai mis des protège-cartes de couleurs différentes, mais peut-être que dans la version finale, ce sera le dos des cartes qui sera différent. D'accord. Donc, des cartes spécifiques pour les trésors, des cartes spécifiques pour les monstres. Ouais. Et on voit en haut à droite du lieu qu'il y a un petit 1. Ouais. Ça veut dire que c'est la sphère 1, donc la sphère, ce que j'appelais la sphère 0 tout à l'heure. Ouais. Donc ça va être en fait les cartes qui vont être d'une certaine couleur. Mais oui. Il y aura 3 cartes de lieu qui seront dans cette sphère 1. Oui. Et 3 cartes de lieu qui seront dans la prochaine sphère, dans la fameuse sphère 2, voire 2. Le monde des ténèbres. On voit peut imaginer. Ce que là, donc, c'est la carte du village qui est représentée. Sur l'ouest, l'est et le sud, je vais donner les points cardinaux pour représenter, donc la gauche, la droite et le bas.
Sur la gauche, on a une botte. Sur la droite, on a une tour avec une serrure. Et en bas, on a des yeux dans le noir. À gauche, on peut se déplacer, vu que c'est la botte, on peut se déplacer librement d'un lieu à l'autre. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de contrainte. Pour aller à droite, donc là où il y a effectivement la serrure, il faut une clé. Pour aller en bas, vu que c'est des yeux dans le noir, la fameuse lanterne. Et là, il faut une lanterne. Exactement. D'accord, ok. Le jeu va se goupiller comme ça, du coup. On va explorer des lieux, on va essayer de trouver des trésors qui vont nous permettre d'aller plus loin. Putain, mais il va falloir, comme du Zelda, récupérer des cristaux. 5 cristaux. C'est ça le but de la manœuvre. C'est que pour nous 3, on aura réellement réussi la partie si tous les 3, on a récupéré 5 cristaux. Donc ça, c'est le but du jeu, c'est pour gagner. 5 cristaux chacun, j'entends. Chacun. 5 cristaux chacun. C'est ça. Ok. Les monstres, quand on les fait apparaître, on n'est pas... Donc là, je prends les deux trésors qui sont sur le dessus de la pile. Ouais. Vous verrez, c'est beaucoup plus visuel quand on sera dans la partie. On peut ou pas décider de faire apparaître le monstre. Oui, bien sûr. Pour faire apparaître le monstre, donc il suffit de retourner la carte du dessus de la pile, vu que c'est forcément le monstre. On va avoir 2 zones principales sur la carte du monstre. Les actions nécessaires pour le tuer. Voilà, donc, comme je disais, il y a des actions qui vont permettre, il y a des objets qui vont permettre de faire certaines actions. Bien sûr. Et la zone qui va être en dessous, qui va nous dire si on quitte le lieu avant que le monstre soit mort et que le monstre n'est pas mort, on se prendra tant de blessures ou alors on aura des désavantages. On peut très bien... C'est-à-dire que si je retourne la carte et que je réalise que je ne suis pas en mesure de le tuer, 2 solutions. Soit je bats en retraite, soit je bats en retraite, je prends des dégâts, soit je dois fuir dans une zone X ou Y. Voilà. Voilà. Et on peut très bien... Donc là, par exemple, on a 2 monstres. J'ai plusieurs objets avec moi. J'ai pris mes 2 premiers coffres. Comme je disais, le village, c'est 2 coffres, 2 monstres, 1 coffre. Je me rends compte que le monstre que je rencontre, je ne peux pas le battre. Je peux passer en travers, mais je prends obligatoirement le malus. Donc là, je retournerai celui qui est en dessous, qui pourra potentiellement, si je ne peux pas le battre, me foutre aussi des malus. Et puis, je cumulerai les 2 malus pour prendre le trésor qui est en dessous. Ok. Est-ce que ton jeu est terminable sans se prendre les malus ? Non. On est obligé à un moment du moins, ça peut. Je pense que c'est possible avec un bon coup du sort. Parce que ce soit les monstres ou que ce soit les trésors seront générés aléatoirement, bien entendu. On va mélanger, on va mettre dedans. On pourra même faire une partie. On peut se taper un méga boss dès le premier monstre. On peut tamponner un méga boss dès le premier monstre. Mon gars, t'as dû en chier pour designer ce jeu. Oui, et puis j'en viendrai aussi après. Là où ça a été étrange, ça a été le designer pour qu'il n'y ait pas de blocage. Oui. Tout seul, c'est simple de ne pas faire de blocage. Et c'est quand j'ai intégré cette mécanique de multi-world au jeu que je me suis dit, mais si ça se trouve, vous verrez, il y a des coffres qui seront bloqués. Par exemple, là dans le village, on voit qu'il y a un coffre qui nécessite de parler pour pouvoir prendre le coffre. Tu as des petites bulles. Ça veut dire qu'il faut trouver un objet qui nous permette de faire cette action-là, de parler. Ouais. Et si cet objet, il est en dessous ? Dans ce cas-là... Tu sais à quoi ça me fait penser ? À la vieille réussite qu'on faisait quand on était gamin. Et où on échouait parce que la dame de pique dont on avait besoin, elle était justement sous le roi de pique qu'il nous fallait enlever. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, techniquement, si la carte qui permet d'ouvrir ce coffre est dans le coffre, qu'on l'ait ou pas, on s'en fout. Du coup, vu que le coffre, en fait, s'annule. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, les coffres qui nécessitent des actions seront toujours en dernière position sur les cartes de lieu. Sinon, ça peut créer du blocage. D'accord, c'est pour ça là, que t'as fait ça. C'est mort. D'ailleurs, dans le Zelda Randomizer, il existe un donjon, même 2, je crois, où la clé du boss, il y a 2 donjons, où la clé du boss peut être dans le grand coffre. Donc la clé qui permet d'ouvrir le grand coffre est dans le grand coffre. Et du coup, elle n'est jamais trouvable. Alors comment tu fais dans ces cas-là ? Dans ce cas-là, ça n'a pas besoin. C'est le Palace, donc le palais de l'eau, qui ne nécessite pas de clé de boss pour y accéder. Et dans Skullwoods, donc la forêt tu peux y aller squelette, où tu n'as pas besoin de clé de boss pour y accéder. Où la grande clé peut se trouver également dans le coffre. C'est les 2 seuls. Tous les autres nécessitent. C'est excellent. Ok. Voilà. Ouais, c'est énorme. Ok.
D'autres choses à expliquer avant Non, au là, micro. c'est vraiment les bases pour Mais là, comprendre déjà, la conception du jeu. Ouais, non, mais là, déjà, on comprend très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a des piles de cartes à explorer. Moi, je te dis, je comparerais ça pour les gens qui nous écoutent aux vieilles réussites qu'on faisait dans le temps. Sauf que là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des objets, il y a de la compréhension. C'est pas uniquement j'ai perdu bêtement. Là, c'est j'ai des choix pour m'empêcher de perdre, etc., etc. Mais ça a l'air, On reviendra sur drastique. qu'est-ce qui peut nous permettre de faire des choix ou pas. Ok. Parce que on verra, T'as eu. vous verrez pendant la partie, et on verra d'ailleurs comment ça se déroule. Si le côté est-ce que je prends comme ça peut donner l'impression de faire toujours des choix en aveugle, ou ben du coup c'est par exemple le monstre. Si je le retourne et que c'est un mauvais, qu'est-ce qui va m'arriver? On a toujours on a l'impression que c'est le hasard qui va décider en fait les choix qu'on prend, les prises de risque. Peut-être la première partie. Mais avec la connaissance du jeu au fur et à mesure. C'est ce que j'étais en train de me dire, c'est une fois que tu connais le jeu bien. Julien. Une fois que tu connais le jeu bien, ouais. Ça aide. Parce que moi, je sais certains objets. Vous n'avez pas la connaissance des objets, en fait. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des objets qui permettent de simplifier certaines actions, par exemple. D'accord. Ouais. Vous allez voir comment c'est goupillé. Je pense que même si le jeu ne vous convient pas ou ne vous plaît pas, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire à travers les mécaniques sur... D'accord. Ok. Ouais, on va voir, mais moi ça me hype de ouf. Hein. J'adore. Non, mais c'est ça, il y a le côté remonter des piles de cartes en ayant des objets qui sont la condition de remontage de la pile de cartes. Et en plus, tu as ajouté cette dimension géographique de déplacement, de si tu as la clé, tu peux te déplacer et tout ça, qui crée un plateau qui te permet d'attaquer telle pile, etc. Ouais, ça a l'air... parmi les sources d'inspiration du jeu, à part Randomizer... Randomizer, il y a eu Deathwing, donc le Death Angel, le jeu de cartes de Warhammer 40 000 qui pour moi est exceptionnel. Juste dommage que le design soit Warhammer 40 000 parce que je sais que j'ai énormément de personnes autour de moi qui adoreraient ce jeu. Mais rien que le design en fait de Marines dégommant de l'alien par paquet de 12, ça les rebute au plus haut point. Ouais. Et c'est ma grande tristesse. Ça a été aussi tous ces petits jeux de micro-gestion où en fait on prend des petits cubes de ressources qu'on fait bouger, etc. Vous allez voir, c'est une composante assez centrale, mais qui est pour moi géniale pour faire passer beaucoup de choses. Ça explique le sachet de petits cubes. Ouais, exactement. Ce ne sont pas des apéricubes. Non. Ce sont des petits cubes. Donc on va déplacer, ok. Et comment tous ces jeux un peu à la Dice Forge, etc., où il y a, donc je pensais à Dice Forge, je pensais à Seven Wonders, je pensais à tous ces jeux où c'est des pictogrammes qui nous montrent le jeu. En fait, on donne le jeu c'est vrai que à n'importe quelle langue, à n'importe des joueurs qui ne parlent pas du tout la même langue. Avec le même jeu, tout le monde peut y jouer parce que tout est sur des pictogrammes, il n'y a aucun texte, tout est montré par l'image ou par les actions réalisables. C'est très ambitieux ça. Oui, et j'espère que le pari va être tenu. Mais très bien, monsieur. Et là, pour les lieux, il y a du texte. C'est les seuls qui ont un texte parce que je n'ai pas trouvé d'illustration. Je n'ai pas eu le temps d'en faire non plus. Donc les lieux, c'est les seuls qui ont un nom, en fait, des mots, en fait. Mais sinon, tout le reste, il n'y a aucun mot dans mon jeu. Sauf dans les règles. Oui, effectivement. Voilà, mais après, vous allez voir, normalement, les pictogrammes se suffisent à eux-mêmes. Une fois qu'on a expliqué un peu les bases de la chose, les pictogrammes permettent de lire ce que fait chaque carte sans avoir besoin d'avoir une explication pour chaque carte. Eh ben, c'est parti, on y va. Julien, t'as pas de questions ? Oh non. Alors, exécution. Ouais, on y va. Alors, c'est parti. Donc, fin de la partie du projet Masque. C'est comme ça qu'il fait. Exactement. Dans la base secrète, déjà, les moteurs grondent. Alors, donc, Julien, tu avais une question à poser à Johan en fin de partie. Je t'ai interrompu en disant non, pas de podcast avant le podcast. Tu parlais de la sphère 2.5. Alors, du coup, pourquoi 2 sphères et demie ? Parce que du coup, j'ai vu que 2 sphères. Oui, et effectivement, je me rends compte que la
parties que j'ai fait et les différents scénarios que je voyais dans les petits plans, la conception du jeu ne s'est pas du tout appliquée là, et qu'en fait c'était juste des grosses coïncidences. Très régulièrement, je ne pouvais pas accéder au temple, ou alors très difficilement, à cause de ce fameux lancer de dés, où du coup c'était vraiment hasardeux de rentrer dans le temple. Sur les deux, donc la partie complète que j'avais faite et les 2-3 petits bouts de jeu que j'avais fait, la boussole était dans le temple et du coup c'était beaucoup plus difficile de rentrer dedans. Ce qui faisait qu'en fait, si je voulais rentrer dedans, je perdais peu trop de ressources par rapport à à ce que ça donnait en fait, par rapport aux gains que j'aurais pu avoir. Donc, D'accord, ok. Moi, je croyais que la sphère 2.5. Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a. Donc, au départ, il y a, on va dire, des cavernes. Enfin, on va dire qu'il y a des lieux. Il y a la plaine, il y a le village, il y a les ruines. Dans un premier temps, il y a 6 lieux en tout. Hein. En plus de la plaine, du village, des ruines, on a le labyrinthe, le temple et. Les derniers, c'est les mines. Exactement. Mais en fait, les 3 premiers que j'ai cités, donc le village, la plaine et les ruines, constituent des donjons, on va dire, faciles. Voilà. Oui, exactement. Voilà, avec des petits monstres, l'équivalent d'une petite plaine d'Hyrule. On jette ses ressources en se disant « Oh, ça va, c'est des petits machins, on peut utiliser une ressource à droite à gauche. » Voilà, et du coup, on est amené à tuer ces monstres-là pour récupérer assez rapidement ces trésors-là. Je sais pas combien de temps on a joué, on n'a pas mis de chronomètre, c'est bien dommage. Tu sais, toi, Yo on a dû mettre une petite heure à peu près, 1 heure et demie. On a dû commencer, il devait être 9 heures à peu près. Et la première partie, je dirais, elle a pris 30 minutes et la deuxième à peu près la même chose, hein, je pense, en gros. Donc la première, il y a le jeu est vraiment divisé en 2 parties pour moi. Il y a cette partie d'abord où on explore les choses un petit peu plus faciles. On se dit, bon, faut vite qu'on finisse ça pour attaquer le On fait des petites incursions quand même un peu dans la deuxième partie au début, dans les mines. Oui, c'est vrai. Ouais, on a fait 1 ou 2 petites incursions. Et c'est vrai que... Et d'ailleurs, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol à ce moment-là parce que Julien a looté pour moi la boule de feu. Et la boule de feu, je l'ai utilisée tout le temps. Contre tous les boss, j'avais des options magiques, 2 boules de feu quasiment. Et donc, du coup, j'ai pu terminer très rapidement. Et dans le donjon, même le 2e niveau, dans les mines, le temple et le labyrinthe, qui on va dire est le 2e accès du jeu, j'ai pas galéré grâce à ce loot que Julien m'a permis de faire au départ dans les mines. Ouais. Heureusement, parce que c'est moi qui ai chopé tous tes objets dans les 100 dernières minutes. Oui, c'est vrai que par contre... Sinon, t'étais à poil. Mais ça s'est bien goupillé. Et c'est là où, en fait, il y a une vraie différence quand on joue tout seul et en groupe. Là, c'est la première partie où on joue à plusieurs. Et quand tu es tout seul, tu prends un peu plus de risques en allant dans les labyrinthes et les mines. Mais étant donné que tu n'as personne qui les a explorés, qui t'a donné des objets pour vaincre les monstres que tu rencontres là-bas, ils te laminent. Mais littéralement, là je suis étonné, on a tous énormément de points de vie sur nos personnages. Pareil au niveau des ressources, on en a encore plein. Attention, hein, Johan, ça peut vouloir dire qu'il faut juste faire un réglage supplémentaire à 4. Parce que je t'entendais déjà parler de modifier les cartes. Si ça se trouve, à 4, il suffit que tu enlèves la moitié des points de vie de chaque joueur et tout l'enjeu est relancé, tu vois. Oui. Donc, il faut peut-être plus de pièges qu'on peut pas éviter. Exactement. Et par exemple, il y en aurait un pour chaque joueur. Enfin, t'en mets un au départ par joueur en plus du premier. Et puis, ça peut être le même joueur qui se les tape. Ça peut être marrant. Ouais, et puis on a vu aussi un autre point, c'est les ou bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Pour battre un même ennemi, on peut avoir jusqu'à 3 possibilités, je crois. 2 possibilités à chaque fois. 2 possibilités. Okay. Ouais, c'est souvent une possibilité sur la magie, une possibilité au corps à corps, en physique. Ok. Mais faudrait que chaque monstre, en fait, il ait sa vulnérabilité, soit en magie, soit en physique. Ouais. Et puis, et point barre, quoi. Et là, effectivement, ça montrait la difficulté, quoi. Oui, exactement. Parce que là... ce qui se passe, c'est qu'on a naturellement tendance à vouloir en fait un coup faire la magie, un coup faire le physique. Ouais. Et très rapidement, en fait, on n'a plus de challenge
parce que surtout en multijoueur comme ça, on a très rapidement les objets qui nous permettent d'exploiter les deux capacités-là. C'est ça. Quand on est tout seul et qu'on ne peut exploiter qu'une capacité, c'est très difficile. Moi, c'est très difficile. Il y a un peu plus de challenge, mais là, quand on est en multijoueur, effectivement, là, les monstres, il y avait certains monstres où on était censé perdre des points de vie dessus, tout simplement, parce qu'il fallait des objets de la sphère 2 pour vaincre des monstres de la sphère 2. Mais là, étant donné qu'on avait tous les objets très rapidement, Voilà. les ennemis, Alors, c'était... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des pictos en fait qui déterminent les conditions de victoire du boss. Par exemple, on va avoir un picto coup d'épée, un picto boule de feu, Voilà. et le boss est mort. Ça veut dire qu'en gros, on doit lui donner un coup d'épée et lui donner un coup de boule de feu pour qu'il meure. C'est exactement ça. Enfin, c'est de ce genre-là. Je ne sais pas s'il y a effectivement un ennemi qui a Si, on a celui-là. Ok, voilà. Après, il y a plein de pictos différents. Il y a la foudre, il y a la boule de feu, il y a brisage de l'épée bouclier, cassée. brisage d'épée. Voilà. Donc certains boss ont jusqu'à 3 icônes à réaliser pour les détruire. Autrement dit, certains boss nécessitent d'avoir au moins 3 objets pour pouvoir les vaincre. Mais attendez, c'est pas tout. Il n'y a pas que les objets qui permettent de battre les boss. Il y a aussi le fait de pouvoir les utiliser. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que chaque personnage dispose de ressources en magie et en attaque physique. En attaque magique et en attaque physique. Et il y a une 3e type de ressource qui est un peu la ressource joker, qui sert un peu à des trucs qui ne sont pas ni attaque physique ni attaque magique. En gros. Et qu'on peut répartir avec un objet en particulier, mais il faut déjà l'avoir en prérequis pour répartir cette ressource-là. Du coup, quand on n'en a plus en attaque physique et en attaque magique, pouvoir répartir le général en fait vers les deux là, en fait, voilà. vers cette ressource-là. Voilà, tout à fait. On a ce qu'on va appeler un transmuteur, c'est-à-dire un objet qui permet de transformer des ressources d'un type vers un autre type. Mais uniquement du général vers la magie ou le physique, mais pas du physique vers la magie et inversement. Ça, je voulais absolument éviter de le faire, sinon on pouvait balader les ressources un peu comme on voulait et il n'y avait plus d'intérêt. Et donc elles n'ont plus de valeur. Voilà. Là, quelqu'un qui va tout mettre par exemple en attaque physique, c'est vrai qu'on se rend très vite compte, et c'est ce que tu disais Julien, c'est que étant donné qu'on a un choix soit physique, soit magique sur la majorité des ennemis, en fait, on peut quasiment tout mettre dans la même ressource. On se rend compte qu'on a des objets qui sont faits pour le physique, on met tout en physique et on roule sur le jeu, en fait. Alors, c'est pas optimisé de faire ça. Parce que souvent, tu dois donner 2 coups d'un truc. T'en as souvent un qui est moins cher que l'autre. Ouais, il y a souvent un coup qui est moins cher que l'autre. Donc, la meilleure... le choix... Moi, j'ai essayé d'équilibrer, en fait, à chaque fois. Et puis surtout... Il y a un élément quand même, parce que je voudrais pas qu'on lisse la stratégie, c'est-à-dire qu'il y a quand même un élément, c'est qu'on peut regarder certaines cartes sous condition. Ouais. Donc on sait aussi où on va. Et comme on sait aussi où on va, on peut savoir aussi comment répartir convenablement nos ressources. Ouais. Donc il y a ces éléments, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. C'est un jeu extrêmement complexe en termes de données, etc. Surcharge cognitive, youpi, quoi. En tout cas, c'est la première partie que j'ai fait. Je me suis dit, oula, les joueurs n'ont pas les mêmes connaissances que moi au niveau des cartes. Ils vont très vite être noyés sous la tonne d'informations. Est-ce que tu t'es senti en surcharge cognitive, Julien ? Oh non, moi, je l'avais dit en jouant. Ce qui m'a vraiment perturbé, c'est le fait que tu aies d'abord les faits et ensuite ce que tu payes. Et, alors ça, c'est très intéressant. J'étais tout le temps à réfléchir. Voilà. C'est-à-dire pour moi, c'est pas intuitif, mais après... En gros, Johan, il a dit faire ceci, 2 points, vous devez faire cela. Voilà comment tu as présenté les cartes. Et c'est vrai que dans la plupart des jeux de cartes, je rejoins Julien sur ce point, moi je suis parfaitement d'accord, les coups sont avant les faits. On te dit ceci, cela, les capacités activées de Magic, tout simplement. Et je le savais très bien en plus. C'est comment... Pourquoi t'as fait ce choix de design ? C'était pas par esprit de contradiction, je vous rassure, mais je voulais en fait... Comment ? Et en plus ça, je suis en train de me rendre compte que c'est extrêmement bête d'avoir fait dans le sens-là. Non, moi j'ai un argument pour dire pourquoi c'est dans ce sens-là. Alors pas forcément, mais il aurait fallu genre juste 2 petits points, tu vois. Ouais.
Entre les deux un symbole pictogrammes, quoi. qui permette de délimiter. Mais Ouais. en fait, j'avais fait ça pour que la première chose, vu qu'on a une lecture de gauche à droite, Voilà, pouvoir... et c'est vrai que c'était ça mon argument. il y a un point que je n'ai pas dit et qui est essentiel pour comprendre ça, c'est qu'à la base, c'était pas censé être 6 cartes qu'il y avait, c'était un plateau de jeu. On était censé avoir un plateau de jeu avec beaucoup plus de zones que ça, et les pictogrammes qu'on peut voir qui permettent d'avancer, qui allaient qui allaient être représentés sur le plateau. Et du coup, je voulais que très rapidement, on puisse voir, j'ai ce pictogramme-là, alors je peux aller là. D'accord, ah oui, bien sûr. Et Et c'est pour du ça que coup- tu l'avais mis en premier. Parce que ça doit être le premier truc qu'on identifie, c'est ça permet de faire ceci, Parce ça que permet de faire j'ai cela. peur qu'en inversant, on peut très vite ne pas voir le résultat d'un objet. Moi, ce que peut faire un objet au détriment de il va falloir que j'utilise ça, mais on va plus s'intéresser au coût que va nous faire l'objet plutôt que ce qu'il va pouvoir permettre de faire. Alors, pour être très clair. Julien, Ouais, je vois bien. En fait, il faudrait qu'on voit bien les deux. Ouais. Donc, Faut que je grise. mais en fait. au moins les deux petits points pour dire voilà ça. Ouais. Ou un slash. Ou alors peut-être je comptais faire une distinction de couleur en mettant non pas en noir mais en gris la partie coup. Comme ça détache Oui, bien ça en peut. noir. Ouais. ouais, j'allais dire Ça pourrait le grossir faire les aussi, icônes, Ouais. mais c'est pas mal aussi comme solution. Oui. Et là, j'ai envie de dire, c'est un choix de... j'allais dire c'est du play design, mais c'est surtout un choix d'affordance en fait qui va tellement Exactement. dépendre de la culture de jeu en fait. Que de toute façon, il n'y aura pas de bonne solution. Tu vois, tu as des gens qui vont être habitués à Magic ou à... Tu vois, Ouais, mais c'est très 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 précieux ce que vous me dites parce que ça va vraiment me permettre de rendre le jeu plus lisible. Parce que, attends d'avoir fait d'autres playtests avec d'autres gens. ouais. Oui. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, je l'ai bien retenu, c'est quand vous avez vu la quantité de pictogrammes, vous avez eu peur. Ah non, mais c'est effrayant. Moi, je veux dire, quand tu vois les cartes étalées, il n'y a pas à part les noms des lieux, il n'y a pas une ligne de texte. Et je suis désolé, hein, mais le nom des lieux, tu pourrais t'en passer. Hein. Tu vas pas me faire croire que tu n'es pas capable de nous trouver une illustration de village. C'était prévu pour avant, mais j'ai terminé d'imprimer et de mettre sous Deck sous protecteur. protège ce matin à 1h du matin et je n'avais juste pas la foi en fait de faire je te ça. comprends. Non, mais c'est pour te dire qu'à mon avis, tu dois pouvoir même te Ouais. passer de ces mots-là. Ah mais de toute façon c'est sûr et certain. À terme ça va être remplacé par des dessins en fait. Je pense que ça peut se faire. Et alors, mais ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que au départ, complètement effrayé, mais je sais pas pour toi, pour Julien, mais moi, assez rapidement, ça m'a pas du tout dérangé, quoi. Ah ben ça c'est cool. Juste, t'en as pensé quoi, toi Oui, non. Pareil. Oui. À un moment donné, en fait, la lecture du jeu est devenue évidente. Et le seule chose qui nuisait, c'était la distance qui me séparait des cartes des autres joueurs éventuellement. Tu vois, c'est que je voyais pas ce que tu avais toi de l'autre côté. Après basiquement tu n'as pas besoin en fait de c'est voir. Et ça fait partie de mes remarques à moi. C'est basiquement t'as pas besoin d'aller regarder ce qu'ont les autres. Et ça je trouve ça dommage parce que ça limite quand même l'interaction. Il y a quand même beaucoup de jeux chacun de son côté dans le jeu. Ouais. Alors ça crée un petit côté fun parce que moi j'ai adoré pendant la partie, c'est ça que j'ai rigolé. Les gars, je suis dans les mines. Puis pendant ce temps-là, on entend l'autre qui est là. Ouais, moi je suis dans le village. Et ça c'est très rigolo, les échanges entre les joueurs un peu. Ça c'est très marrant. Julien, je viens de trouver un truc pour toi. Johan, je viens de trouver un truc pour toi. Ça je trouve ça rigolo, mais j'aurais quand même attendu un peu plus d'interaction. Mais on en a eu. Et oui, ça, par exemple, le miroir, on s'en est pas servi. Si. Et un petit peu avec les potions à la fin. Mais c'est peut-être trop simple de donner les... Et je pense qu'en fait, le miroir, déjà, les 3 feux de camp, je vais en mettre plus qu'un seul. Et les feux de camp vont être remplacés uniquement par le miroir. Pour la simple et bonne raison que quand on aura des objets pour les autres, il faudra qu'on se rejoigne tous au miroir pour les donner. Oui, alors ça, je suis d'accord. Parce que sinon... moi, je suis au labyrinthe. Ouais. Et du coup, je me retrouve avec des objets qui sont catapultés. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que donc, je parlais du feu de camp là. Donc, on va avoir des objets comme
le rôti qui permet de regagner des actions, les potions qui permettent de regagner de la vie, la théière, on fait du thé pour pouvoir répartir les actions donc, entre le physique et la magie. Donc grosso modo, on médite sur le fait de... On se pose tranquillement avec sa petite théière pour se dire, bon, quelle va être la suite du programme ? C'est à ça que sert la théière. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces objets-là, à un moment de temps, j'étais dans le labyrinthe, j'avais un monstre que je ne pouvais pas battre, et je me suis dit, si je suis les règles que je me suis données, je peux utiliser en fait ma potion pendant que je suis en train d'affronter un monstre, et en fait, là où normalement je suis censé avoir de la difficulté, je n'en ai plus. Donc c'est pour ça que je vous ai énoncé à voix haute. Quand il y a un monstre... la potion, on pouvait s'en servir qu'au feu de camp, moi. Et exactement, au feu de camp. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans le labyrinthe, tu as un feu de camp. Je révèle un monstre et je vois ça. Et je me suis dit, mais en fait, on ne peut pas utiliser... Et c'est pour ça que je vous dis, il faudrait qu'on ne puisse pas utiliser les objets dès le moment où il y a un monstre de révéler dans le lieu où se trouve le feu de camp. Ah oui. Bah oui, parce que c'est stupide. Le principe du feu de camp, c'est qu'on est à la cool, au calme, comme on dit. Et en fait, le fait de se donner des objets comme ça, je révèle un monstre. Je ne sais plus, ça m'est arrivé une fois dans la partie là. J'étais contre un monstre, il me manquait un objet, et là d'un coup, je ne sais plus lequel des deux. Vous me donnez l'objet qu'il fallait, alors que j'étais en combat avec eux, avec lui. Et ça, c'est pas prévu par le jeu. Logiquement, non. J'aurais tendance à dire oui, parce que si j'en suis vraiment ce qui me sert de produit brut, à savoir le randomizer multi-world, on peut faire ça. D'ailleurs, c'est toujours très rigolo d'affronter un boss, d'être bien concentré et que d'un coup, tu as ton personnage qui s'arrête parce qu'il a récupéré des objets. Ouais. Et que du coup, tu te mets à laguer parce que tu reçois plein d'objets. Alors, ok. Alors attends, moi j'ai plein de trucs à dire. Julien, tu m'interromps parce que moi je suis Enfin voilà, si t'as besoin. Juste avant, je veux bien qu'on reparle du feu de camp. Moi, je me dis, le feu de camp, pourquoi ça serait pas une carte feu de camp ? Donc déjà, tant que tu l'as pas, tu peux pas faire les actions que tu peux faire au feu de camp. Et ensuite, il faut une action pour allumer ton feu de camp. Donc te poser et monter ton camp. Et en dessous, tu aurais clairement, tu peux prendre une potion. Et pour une action, peut-être, pour une action, tu utilises la théière. Et à ce moment-là, faut utiliser beaucoup d'actions pour faire sa pause, quoi. Et là, ça devient plus balèze. Ouais. Faut pas non plus que ce soit l'effet inverse, parce que le but étant de contrebalancer le rythme endiablé des combats, on va dire. Bon, le rythme endiablé, les lieux en fait où il y a des monstres, etc. Mais effectivement, avoir une carte en fait qui serait en fait un 7e lieu. Un lieu portable en fait que tu as avec toi, mais qu'il faut que tu actives pour faire les actions feu de camp en fait. Ouais. Alors, le feu de camp, moi je le voyais comme le lieu dans lequel on se rejoint. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, et c'est pour ça que je pense que c'est trompeur les cartes labyrinthe, ruine, mine, etc. Moi je pense qu'il faudrait que chaque joueur ait des noms de lieux différents. C'est un détail, tu vas me dire, mais pourquoi il dit ça ? Parce qu'en fait, si moi je peux aller dans le labyrinthe en même temps que Julien, j'ai l'impression qu'on est ensemble dans le labyrinthe. Mais d'où le fait d'avoir un miroir pour communiquer entre nous. On est dans le même monde, mais à travers des reflets de miroir. Okay, oui, pardon. Oui. Ah oui, c'est vraiment le trip randomizer. Et c'est pour ça qu'en fait, toute la partie, même le côté miroir de randomizer n'existe pas. Là, c'est juste moi qui suis parti là-dedans, en fait, dans le délire. Je me suis dit comment faire pour qu'on puisse interagir entre nous. Via des miroirs, en fait, tout simplement. On est dans le même monde, de toute façon, on est tous dans le même monde, on est dans des instances différentes. Ce que j'imaginais, c'est qu'on était 3 personnes, on se rejoint au feu de camp, on discute. Alors, t'as fait quoi, toi ? Moi, pas hier, du tout, non. On est vraiment dans 3 instances d'un monde différent. Voilà, en fait. c'est ça, ok. Et d'où le fait, en fait, de remplacer tous les feux de camp par un seul lieu où ce serait un miroir, justement un lieu où il y aurait un miroir, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est là où tu te poses. Donc, soit tu es en train de regarder ton reflet en te faisant ton thé ou autre, ou vraiment remplacer la nourriture par autre chose, en fait, un instant méditation, etc. Ouais, d'accord. Moi, je trouvais ça vachement intéressant, l'idée d'avoir le feu de camp, un 7e lieu, mais qui est commun, quoi. Donc, toi, tu... Ouais. moi, en fait... Et ça pourrait être, par contre, c'est chacun un miroir, mais qui n'est pas forcément au même endroit. Et le miroir te permet d'arriver au feu de camp. Et le feu de camp, c'est un feu de camp et 4 miroirs, tu vois. Moi, et t'es obligé d'être tous sur la même tuile
pour t'échanger des objets. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. Et du coup, Et là, ça augmente l'interaction. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, en fait, pour moi, parce que je t'explique, pour moi, les mécaniques du jeu, j'ai trouvé excellentes. Le jeu, je le trouve déjà excellent. Il fait très bien ce que tu promettais qu'il fasse. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, là-dessus. Ah bah carrément. Voilà. Moi, j'ai envie que les 5 cristaux, ils permettent d'ouvrir une porte pour aller à la sphère 3, quoi. Bah, Ça, c'est possible. Rigole pas parce que je me suis dit, il y a quand même faut la suite, quoi. dans Zelda 3, Round 2, dans Zelda 3, même le basique, le vanilla, il y a quand même un lieu qui est important, c'est la tour de Ganon, en fait. La Ganon Tower en anglais, c'est vraiment la dernière tour. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, quand on arrive à avoir la clé principale de cette tour-là, on dit qu'on rentre dans le gauntlet. Là, les amateurs de roguelike vont sourire. Le gauntlet, c'est ce jeu où, en fait, il faut soit monter tout en haut de la tour, soit dans le plus beau de grand souterrain. Et à chaque niveau qu'on franchit, ça devient de plus en plus dur. Et dans Zelda 3, c'est un peu un melting pot des pires saloperies que tu peux trouver dans le jeu. On ne t'épargne rien, il y a des squelettes de partout, tu as des sols glacés avec des tourelles qui te tirent dessus, tu as des trous qui te font tomber, tu as le sol qui s'effondre contre des boss, etc. Ça devient débile. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir cette apothéose-là, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je pense qu'effectivement, il y aura bien une sphère 3 qui sera en fait une succession de gros bestioles en fait, bien bourrines qui... déjà, il y aura les deux espèces de boss que vous avez rencontrés, les 2 espèces de mini-boss que vous avez rencontrés, Ouais, et plus encore un ou 2 autres trucs en plus, en fait. d'accord. Et... Pour moi, en fait, le jeu, les règles du jeu, le système du jeu, il est intéressant. Il y a quelques réglages à faire pour le rendre peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on aime bien le challenge et tout ça. Après, tu débutes dans un jeu comme ça, t'aimes bien aussi avoir un petit niveau comme on a fait là pour apprendre les pictos. Et la sphère 1, là, du moins les 3 premières cartes, pour moi, c'est très très bien. Il n'y a pas de difficulté. On est tous tranquilles, on est là. Et ça m'a fait rire parce que vous en êtes peut-être pas forcément rendu compte, mais j'avais fait d'abord ma première partie pour mes actions pour vous montrer un peu comment on joue. Après, Rome, toi, tu as décidé de faire aussi ta partie. Julien, tu as commencé, tu étais bloqué. On a réussi à débloquer un peu la situation pour tout le monde. On est reparti. Et au bout d'un moment, chacun a fait un peu son petit truc dans son coin. Ouais. Et on était en train de voir, mais toi, de coup, t'en es où ? Parce que là, moi, du coup, je suis un peu bloqué, donc c'est peut-être toi qui as mon objet. On a eu ces petites mini-interactions quand même. On n'a pas eu aucune interaction, on en a eu quand même quelques-unes. Et ça, je suis content. C'était vraiment ce que je voulais créer comme phénomène. Ce côté, vraiment, j'ai pas... À mon temps, toi, Julien, t'étais bloqué par des pièges. C'est ça. J'ai pas le bouclier, ça va être chiant, en fait. J'ai pas envie de perdre des points de vie bêtement contre des trucs à la con que... Tu nous voyais tous les deux esquiver ça, mais d'un claquement de doigts. Et du coup, t'attendais qu'on te trouve le bouclier pour progresser. Et ça, j'étais content d'avoir réussi à faire ça. Et c'est toi qui l'as trouvé finalement, ce bouclier Non, je crois que c'était toi qui l'avais, ton bouclier, en fait. Julien. Oui, mais tu l'as trouvé à la fin. Ouais. Oui, ouais. Oui, j'avais un peu T'avais repris un peu d'assurance, t'as foncé tête baissée, et je crois que tu l'as trouvé. Je me suis pris quelques pièges pour essayer de creuser. Tu connais Force World ? Le jeu. C'était un jeu sur GameCube qui nécessitait d'avoir 4 Game Boy Advance que tu branchais comme des manettes sur ta GameCube. C'était le jeu, personne n'y a joué, tu vois. Il fallait vraiment avoir 4 bons bourgeois avec une bourgeoise qui avait la console chez elle et tout ça. Et donc, j'y ai joué, je l'avoue, je le reconnais. J'y ai joué une fois chez Pierre. Tout était réuni, on avait tout ce qu'il fallait, on avait les machins et tout, les jeux, c'était un truc de malade. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une grande map qui est projetée sur la télé, les Link, donc les petits personnages de Zelda, se baladent sur la carte, et dès qu'un Link, rentre dans une caverne, l'écran bascule sur ta Game Boy Advance, tu fais la caverne sur ta Game Boy Advance et tu ressors sur la map.
Donc ça crée un bordel monstrueux où les gens rentrent, font des crasses, vont chercher des coffres avant les autres, rentrent dans des cavernes et moi je fais un truc en strike sur ma petite console, machin, je suis en train de vous pourrir la vie en vous jetant des bombes, et puis en fait tout le monde revient dans l'écran, on regarde ce qui se passe, etc. Moi j'ai eu une sensation Force World dans cette partie-là, parce qu'il y avait ces moments où on est en immersion sur sa propre partie, comme quand dans Force World je regardais ma petite Game Boy Advance dans mon coin, et des moments où on émerge et on regarde ce que font les autres et on regarde l'écran principal, si je veux dire, voir où sont les autres, etc. Puis on se replonge dans sa Game Boy, etc. etc. Est-ce que c'est la même chose dans les randomizers multi-world ou... Oui, en fait, tu vas avoir des moments où voilà, on va être tous dans nos propres donjons. Donc on va faire de donjons. Et puis, parce que voilà, on a tous des objets pour progresser. Et au bout d'un moment, tu es là, tu dis, ouais, moi, il me manque ça. C'est bizarre. Je peux faire le donjon là, mais je peux pas aller jusqu'au bout. Ah, moi, il y a ça. Donc après, étant donné que les objets sont transmis instantanément, tu n'as pas ce côté échange ou interaction avec les autres. Tu ne peux pas interagir dans le monde des autres, c'est juste les objets que tu échanges. Mais tu as ce côté où, ouais, du coup, c'est vrai que je n'ai pas été voir ce donjon-là, mais je vais peut-être aller voir quand même. Mais tu n'as pas ce côté macro, global que tu as dans Force World. Ouais, voilà, c'est ça, oui. D'où le fait, ce qu'on disait avec Julien tout à l'heure, de la map collective. Ouais. Tu vois, qui ferait penser à ça. Mais maintenant, c'est peut-être pas ce que tu veux non plus. Peut-être que là, tu as ce que tu voulais. Est-ce que c'était une partie prototypique de ton jeu Là, oui, à ma grande surprise. Parce que j'avais vraiment peur que la mayonnaise ne prenne pas, non pas parce que comment ça s'appelle le jeu n'est pas intéressant ou autre. Je vois que ça vous a plu, donc ça c'est encore un gros bonus aussi pour moi, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais j'avais peur que les mécaniques que j'avais mises en place, le fait de mélanger de cette manière-là, n'ait pas cet effet-là. À savoir, comme tu disais, où voilà, on fait notre petite tambouille dans notre coin et on donne les objets à droite à gauche quand on en récupère. Et puis de temps en temps, on est là, on se dit, mais attends... est-ce que l'un de vous peut aller visiter ça ? Parce que moi, j'aimerais bien quand même avoir des objets en plus, parce que là, moi, j'ai rien par rapport à vous. Donc là, je suis content. Julien s'est retrouvé un petit peu comme ça, à un moment donné, à la traîne, sans le bouclier, il a lâché. Au début, c'est vrai que le bouclier, il est quasi indispensable, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de pièges dans la sphère. Ouais. Et c'était pas trop frustrant à ce moment-là ? Non, t'as pas ressenti de frustration ? Non, je savais que ça allait se débloquer un moment, même si j'avais juste à attendre que vous finissiez la sphère 1 tous les deux, et puis j'étais sûr de l'avoir, quoi. Alors c'est peut-être ça le côté un peu dommage aussi, c'est que t'es sûr d'avoir ton truc. Faudrait presque qu'il y ait... Alors je sais que c'est super compliqué à mettre en place, mais que t'aies peut-être quelques objets de la sphère 1 que finalement ils sont dans la sphère 2 et vice-versa. J'y ai pensé. Ce sera peut-être pas pour les objets de progression parce que sinon ça. Si tu veux que le jeu soit toujours possible, c'est ça le truc. Mais par exemple, le bouclier, il pourrait très bien être dans la sphère 2 parce que, il est pas obligatoire, même s'il est. Il est indispensable, mais pas obligatoire. Même au-delà de ça, un truc tout bête. Et là, en fait, effectivement, ça fonctionnerait bien. On parlait tout à l'heure des monstres qui avaient 2 conditions de défaite. Oui. Là, pour la sphère 1, tout bêtement, une condition de victoire, une condition de défaite uniquement avec des objets de la sphère 1 ou avec les actions de base, et la deuxième condition avec les objets de la sphère 2. Oui. D'attaque de la sphère 2. Et par contre, pour la sphère 2, là, qu'une seule condition, où là, par contre, ça peut être soit des objets de la sphère 1, soit des objets de la sphère 2. Donc si tu n'as pas les objets de la sphère 2, tu l'as dans l'os et du coup tu vas te prendre des dégâts. Soit tu as suffisamment exploré la sphère 1 et tu vas pouvoir leur éclater la tête. Ouais. Mais effectivement, je pense que je vais goupiller ça comme ça. Ça permet d'équilibrer la sphère 1, de ne pas la rendre trop compliquée, parce que c'est pas le but. Je te vois tiquer, Romaric. Ouais, je me pose des questions par rapport à ça. Je me demande notamment si ce qui n'est pas bloquant, c'est cette histoire de coffre qu'on ne peut ouvrir que parce qu'on a telle clé ou telle pioche. Parce que si tu débloques ça,
le fait... Alors, je comprends que tu y sois attaché parce que, évidemment, c'est du level design à Zelda et je vois bien le côté Metroidvania de tout ça. Mais en fait, les boss en eux-mêmes sont des clés. T'as pas besoin de clés pour ouvrir une coffre, puisque s'il y a un puissant gardien de vent qui nécessite d'avoir la boule de feu pour pouvoir le battre, c'est déjà la clé du coffre. Ouais. Alors attends, pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il faut aller au bout du raisonnement. Parce que une fois que tu as dit ça, je crois que tu peux tout faire en aléatoire, absolument tout, à partir du moment où tu peux regarder n'importe quelle carte. Et c'est justement là où ça me pose problème, c'est se regarder n'importe quelle carte. Ouais. C'est plus là l'esprit du jeu, en fait. Ouais. Et puis là, je me rends compte que la mécanique que je pensais être intéressante de pouvoir regarder plein de cartes, c'est sympa, mais tu regardes un peu tout et n'importe quoi. Je vais enlever le côté on peut regarder les cartes des autres joueurs. Ah, c'est dommage. Non, ça c'est bien. C'était Moi, une je pense inspiration. que faudra que tu puisses voir que la carte du dessus. Oui. J'ai hésité entre les deux. Je me disais faire les deux. Regarder uniquement la carte du dessus et enlever celle Alors, des autres. pourquoi enlever celle des autres ? Bon, alors ça, je trouve ça dommage aussi. Ouais, je moi, rejoins Non, Romaric. mais il faut voir quels Parce sont que les arguments. ça crée de l'interaction, ça. Bah oui, justement, moi aussi. Mais attends. Ouais, c'est vrai. Oui, Après, peut-être qu'il n'en a pas envie. ce que si en fait ça peut être vachement intéressant, d'autant plus que c'est aussi rigolo d'imaginer celui qui regarde à travers un miroir pour voir un détail que lui ne peut pas voir Mais de son côté en fait. Moi, ça me fait penser à ces gens qui ont des talkie-walkie qui disent Attends, je suis tombé sur la carte de l'endroit où tu te trouves. Devant toi, tu devrais voir un coffre bleu. Vas-y, tourne à gauche. Faut prendre à gauche, tu sais, comme dans Jurassic Park où il se fait guider à l'aide de la carte, machin. Il y a un vrai côté comme ça. Ouais. J'avais peur d'une sursimplification en fait du jeu, mais en fait pas du tout parce que je suis en train de me rendre compte que dans ce qu'on disait, il y a des choses qui vont le complexifier, le rendre un peu plus dur. Le fait de ne plus avoir de conditions pour les monstres, effectivement, ça va rajouter une couche de difficulté supplémentaire. Donc oui, il faut garder en fait le fait qu'on puisse utiliser la longue vue à travers le miroir pour voir en fait. Par contre, alors tu veux un truc rigolo ? Il y a que le joueur qui utilise la longue vue qui a le droit de regarder la carte. Et donc, il doit décrire les pictos. C'est-à-dire qu'en fait, il dit je crois qu'il faut de la foudre et puis du feu et machin. Sauf que tu vois, il sait pas, lui, forcément ce que l'autre il a, etc. Parce que la personne ne connaît pas le jeu. Des personnes qui sont habituées au jeu, il te faut l'épée, il te faut la foudre et il te faut. Ou alors c'est. Je suis sûr qu'il y a moyen de se planter. Oui. Je suis sûr qu'il y a moyen de se planter quand même. Mais ceci dit, tu vois l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu le côté aussi, on retourne et tout le monde y a accès. Ça rend le truc trop simple. Moi, je t'avais proposé au départ, on retourne, on regarde, on mémorise, on retourne. Ouais. Ça, c'est une autre manière aussi de limiter ce pouvoir. Même si je suis d'accord avec toi qu'avec l'expérience du jeu, on retient très vite. Et puis, moi, ce qui m'embête avec le côté on retourne un peu comme Magic ou autre, c'est pour des personnes qui n'ont pas une grande mémoire, en fait. Il y a des personnes pour qui c'est pas forcément... qui avec la quantité de pictogrammes et compagnie, ou même avec les mécaniques, qui connaissent pas trop, c'est pas trop leur style de jeu de base. Pour les premières parties, quoi. Ça peut être en option pour quand tu connais bien le jeu. Ça me fait penser à ces joueurs que tu peux rencontrer en tournoi de Magic qui t'autorisent, en fait, quand tu regardes des cartes dans leurs mains, qui vont les mettre toujours face visible devant toi, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, parce que les mecs avaient pour habitude de toujours laisser les cartes révélées. En fait, quand on leur demandait, pour la simple bonne raison, comme ils disaient, comme ça t'évite en fait, soit de noter sur un bout de papier, soit d'en oublier en fait. Ouais. Tu les as vus, tu es censé les connaître, et si t'as pas une mémoire, tu les oublies et c'est mort en fait. Donc là, t'es censé avoir une mémoire. Bah voilà, c'est ça. Après, c'est la question. Il est où le skill de ton jeu ? Qu'est-ce que tu attends comme type de skill ? C'est quoi le type de skill ? Tu vois, quelle est la difficulté d'un randomizer ? Déjà. Et c'est là où je suis content, du coup ça fait une jolie transition vers ce que je voulais, c'est comment retranscrire des sensations de jeu vidéo dans un jeu de société. Déjà, un truc tout bête, c'est le déplacement. Tu en parlais dans le matérialisme du jeu de rôle. Matérialité. Matérialité qu'on a fait avec KF. Avec KF, et c'est justement KF qui disait, dans un Dark Souls, tu augmentes la taille d'une salle par 3, tu vas augmenter par 3 le temps pour te déplacer du point A au point B. Dans un jeu de rôle, tu vas avoir aucune différence. Et là où je veux en venir, c'est dans un jeu de société,
où du coup, on joue tous des actions en asynchrone, où on n'a pas un nombre de tours défini. Comment tu symbolises une durée, un déplacement ou autre? Comment tu symbolises des actions simples en fait dans un jeu de société? Je vais d'un point A à un point B. Tu traverses des lieux, il ne se passe strictement rien. Éventuellement, tu vas soulever un rocher, tu vas couper un buisson. Ok, c'est cool. Mais d'un point de vue ludique, ben, il ne se passe rien. Il n'y a aucun événement qui se passe concret. Là, Là, il y a les cartes. C'est le fait exact. que les cartes se retournent et soient retournées, défaussées. Mais tu prends un truc tout bête. Je me disais, ben voilà, c'est pour ça que j'avais une idée de plateau au début, avec un joli quadrillage, etc., plein de lieux. Et puis je me suis dit, mais on va vite se retrouver dans dans un système où ben, je déplace mon pion sur le plateau. Et puis une fois que je vais avoir débloqué tous les objets de mouvement, ben, après, que je fasse tac, 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 ou que je me déplace directement là, mais il n'y a pas de différence. Donc en fait, virtuellement, là où je suis censé avoir 3 déplacements, ben, si on regarde un peu plus loin, en fait, on n'est que dans une seule pièce. En fait, on n'est pas dans 3, on n'a pas 3 mouvements à faire. On est toujours dans la même pièce, en fait, exactement comme disait KF. Où autant dans un jeu vidéo, on a un déplacement qui est faisable, on le voit à l'écran, on bouge un stick ou une croix directionnelle, après, chacun son école de ce côté-là. Oui, c'est des grands débats, ça aussi. Oh là là. Et du coup, ben, là, tu as quelque chose de concret. Dans un jeu de rôle, ben, si tu dis, ou même, voilà, je vais au fond de la pièce, ben, ouais. Et quand tu matérialises, en fait, sur un plateau de jeu où tu n'as pas une quantité de tours définie, ou quand tu n'as pas, même en coopérative, une sorte de compétition de temps où on sait que, voilà, comme Donjons et Domino, tout simplement, je fais mon tour, tu fais ton tour, Julien fait son tour, etc. Ben là, le déplacement a du sens. Dans un jeu où tu peux faire autant d'actions que tu veux avant que quelqu'un ait la main, le déplacement n'a plus de sens. Le déplacement n'existe pas, en fait. Je ne sais pas si je suis clair. Ah, si, clairement. Ouais, si. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose? Voilà. C'est le temps passé pour cette chose. Exactement. C'est la fameuse phrase du Petit Prince. C'est le temps que tu passes pour ta rose qui l'a fait si importante. Bon, si on joue tous en même temps et que le nombre de déplacements est infini, bah, on ne sent pas le déplacement. En fait, on pourrait aussi ne jamais toucher le pion et dire je suis là, je suis. Enfin, oui, je vois bien ce que tu veux dire. D'où l'idée d'ouvrir les coffres aussi. Mais je vois pas comment tu résous le problème dans ta version du jeu. Là. Dans ma version, en fait, là, j'enlève le déplacement par le. Du moins, j'arrive à court-circuiter ça en ne faisant pas un petit plateau pour les plaines, un petit plateau pour les ruines, un petit plateau pour village. Là, tout est condensé dans une même truc. Et après, il n'y a rien qui me fait aller du coffre 1 au coffre 2. Je prends juste les cartes au-dessus. Parce que j'aurais symbolisé ça sur un plateau où j'aurais le coffre qui est dans le coin inférieur droit, par exemple, un deuxième coffre en haut à gauche. Avec aucun challenge entre les deux, ben, je fais ça. Ah oui, voilà. D'accord. C'est parce que entre chaque carte, ce qu'il faut dire, c'est que entre chaque carte, il y a un picto qui nous dit les conditions à remplir pour changer de carte. Ouais. Voilà. Si le picto c'est une botte, c'est un déplacement tout simple. On peut passer de la carte A à la carte B. Mais par contre, si entre la carte A et la carte B, il y a une serrure, il y a une tour avec une serrure dedans, ça veut dire qu'il nous faut une clé spécifique pour passer de la carte B à la carte C. Donc, typiquement, entre les ruines et les mines, il faut allumer sa lanterne. Après, rien ne nous dit la distance qu'il y a entre les ruines et les mines. Il y a peut-être des milliers de kilomètres. Si on mettait ça sur un plateau, il y aurait peut-être une dizaine de cases qui sépareraient les deux. Mais le seul élément à retenir là-dedans, c'est qu'entre les ruines et les mines, il y a juste un moment où tu dois allumer cette lanterne, et c'est le seul moment que j'ai retenu pour ce déplacement. Donc dans ce cas, tu déplaces un jeton de ton action générale vers le temps qui passe pour dire j'ai allumé ma torche, j'ai allumé ma lanterne et je traverse. Donc je reviens à mon truc du Petit Prince, c'est parce que ça t'a coûté quelque chose. Exactement. Que ce déplacement te paraît lointain. Et pour aller dans ton sens, quand j'étais dans les mines, je me disais j'ai dépensé un point pour y être.
Et donc, j'essayais d'y rester le plus longtemps possible, Johan. Comme quand on fait un long trajet pour aller quelque part et qu'on préfère y passer plusieurs nuits plutôt que de rentrer. Je l'ai remarqué, ça, que tu avais vidé les mines quasiment d'un seul coup. Et tu étais très content qu'on te récupère la pioche pour bien vider la mine. Parce que j'avais pas envie d'y retourner. Ouais. Exactement. Donc, c'est ça, en fait, que tu voulais. Exactement. Ça, c'est réussi. Et même pour certaines actions toutes bêtes, je me suis dit, une fois qu'on a déverrouillé une porte, comment faire pour symboliser que la porte soit toujours ouverte ? La seule serrure entre le village et le labyrinthe, c'est une carte, en fait. C'est juste une clé où il suffit juste d'avoir la clé pour passer de l'un à l'autre. Grosso modo, on n'a rien besoin de faire pour ouvrir. On a la clé, on ouvre la porte, on passe. Point. Par contre, pour aller sur la dernière carte, il faut 2 objets. Exactement. Il faut une carte potentiellement et une un seul. Donc, dans la sphère 1, ruine, plaine, village, on peut trouver une carte qui nous permet du coup de traverser le labyrinthe, en fait, grosso modo. Rien qu'avec cette carte, quand on veut franchir le labyrinthe, on lance un dé. Sur 4, 5, 6, on arrive à franchir le labyrinthe, on arrive au temple. Dans la sphère 2, on peut tomber sur la boussole. La boussole, quand on a juste la boussole, c'est pareil. Sur 1, 2, 3, on peut traverser le labyrinthe. C'est sur 1, 2, 3 qu'on peut... C'est sur 1, 2, 3 avec la boussole. J'avais pas fait attention oui, moi, à j'avais ça. pas compris ça non plus, je crois. Et donc, par contre, il y a un petit pictogramme en dessous qui nous dit que quand on a l'autre objet, là, gratuitement, on le peut traverse. lancer le dé et ça, quoi que ça fasse, on réussit. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de lancer le dé. En fait. Si t'as les mais deux, après, il y a quand passes. même le deuxième picto pour dire si vous avez l'autre objet, ça complète. D'accord, je comprends pourquoi du coup tu as... Parce que je t'avais proposé de faire apparaître en fait, par exemple sur la map, il y a les dés 4, 5, 6 qui sont affichés, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça c'est un picto. Il faudrait que tu mettes qu'il y a 1, 2, 3 qui est barré, c'est-à-dire que là ça ne marche pas. Ça j'ai bien pris note parce qu'effectivement ce serait beaucoup plus clair. Mais par contre, du coup, quand les deux... Ouais, mais du coup, la blague, quand les deux sont réunis, ça ne marchera plus du coup. Si, parce qu'on dira qu'on a l'impression que c'est tout barré ou tout ouvert. Mais, oui, mais après, de toute façon, il y a le deuxième picto qui permet de. Il y a le deuxième effet de l'objet qui dit que si tu as l'autre objet, tu traverses le labyrinthe automatiquement. Donc, ça. Ça, je pense qu'il faut un truc sur le design des cartes pour les cartes qui vont ensemble, en fait. Ouais. Oui, on est parfaitement raccord là-dessus. C'est pas forcément évident, par exemple, que ça, au premier abord... Que l'épée et l'enclume vont ensemble, par exemple. Après, surtout que tu saches, quand tu trouves l'objet 1, que tu vois qu'il y a un objet associé qui va devenir plus balèze plus tard. Quoi. Oui et non. Parce que ça fait pour moi aussi partie du plaisir de voir que... mais en fait, les deux vont ensemble. Ouais. Oui. C'est comme dans ces roguelikes, style The Binding of Isaac et compagnie. D'ailleurs, à un moment donné, Julien, tu as eu cette sensation-là. Tu as fait la réflexion, tu as dit « Oh, mais attends, il y a des combos et tout. Oui. » Et donc, tu vois, c'est quand même une sensation qui est assez cool. C'est vrai. Mais bon, ça, c'est qu'à la première fois. Oui, c'est vrai qu'après... Tu perds vite ça, du coup. Tu parlais de Binding of Isaac comme exemple... Oui, c'est aussi une grosse inspiration. Alors, on disait au départ que l'installation est fastidieuse parce que il faut mettre, en fait, si vous voulez, sur chaque carte, il y a des pictos qui vous indiquent dans quel ordre il faut mettre les cartes. Donc, par exemple, vous mettez d'abord 3 trésors, puis ensuite un monstre, puis ensuite un trésor, etc. En fait, une fois que tu auras changé le dos de tes cartes et remplacé le dos des cartes trésors par le logo, le picto trésor, et le logo, et le dos de tes cartes par le logo monstre, c'est réglé. Ah oui, complètement. Ça prend 15 secondes à faire. Effectivement. Bon, c'est juste... pas plus compliqué à mettre en place que n'importe quel autre jeu. Non. Ça se fait très vite. Ouais. J'ai senti que ça te dérangeait. J'avais un peu peur que ça alourdit un peu. Non, ce qui alourdit, c'est que là, du coup, les decks protecteurs verts, y a des... si tu veux, t'as mis des couleurs de deck protecteurs pour les trésors du donjon 2 et pour les trésors du donjon 1, qui sont différentes. Alors que là, tu remplaceras par trésor indice 1, trésor indice 2, je pense. À la base, il devait y avoir en fait une sorte de code couleur où ça allait être rouge et jaune pour les monstres niveau 1, rouge pour les monstres niveau 2,
et blanc pour les objets niveau 1. Et je sais plus ce que j'avais choisi comme couleur, ça devait être vert pour les objets niveau Et 2. t'avais pas assez de deck protecteur. Et j'avais pas assez de deck protecteur. J'ai fait avec les moyens du bord, donc c'est vrai que les couleurs ne vont pas du tout ensemble et cassent le... Bah, au final, moi j'ai trouvé un bon moyen mémotechnique pour m'en souvenir. Le bleu, c'est les boss de niveau 1, donc c'est de la bleusaille, c'est des nuls. Et les violets, bah, c'est les violents, quoi. Ouais. Et du coup, tu rigoles, mais ça m'a bien aidé pendant la partie, cette petite moyen mémotechnique de se dire, ok. Et puis bah, le vert et le bleu, bah, c'est cool en fait. Oui. Et c'est vrai non, que le vert et le blanc. Pardon. Et c'est vrai que le jour où il y aura vraiment une représentation d'un monstre ou d'un trésor sur le dos de la carte, on pourra lire beaucoup plus facilement l'état du jeu en fait. Tiens, là, il me reste encore un trésor à découvrir, c'est Go, etc. C'est rigolo parce que les propositions que je pourrais te faire pour améliorer le jeu, que moi je verrais pour améliorer le jeu, nous sortiraient du randomizer. Par exemple, moi je me dis, par exemple, un des trucs qui m'a déçu dans le jeu, mais attention, encore une fois, c'est parce que je ne suis pas adepte de ce genre de jeu et je ne sais pas quel est ton propos, je ne le comprends pas parce que je ne connais pas le randomizer, mais c'est que on ne pouvait pas interagir avec l'autre pour l'aider et que nos objets étaient tous les mêmes. Par exemple, moi j'aurais bien vu qu'il y en a un, c'est le magicien. Oui, il y en a un, alors c'est le ça, guerrier. c'est vrai qu'on a tous les mêmes objets, ça j'ai trouvé ça un moi, peu dommage aussi. Moi ce que j'imaginais, c'est que Julien soit par exemple le magicien, moi le guerrier, et puis qu'à un moment donné, le magicien il me fasse un coup de talkie pour me dire « Oh, au secours, je suis face à un boss, là j'aurais besoin de ta boule de feu, Rome, faut que tu viennes m'aider. » Et que moi je déplace mon petit personnage, ou que ça me coûte des points pour aller aider Julien, etc. Mais ce serait plus du randomizer. Exactement, là ça sortirait complètement de l'univers que je veux mettre en place. Exactement. C'est vraiment... et c'est pour ça qu'en fait, je retiens l'idée du hub central, donc cette fameuse zone supplémentaire pour tous se réunir, mais je ne veux pas que ce soit une salle où les joueurs se retrouvent physiquement. Bien sûr. Le but, c'est vraiment, on est tous le même personnage dans 4 dimensions différentes. Mais oui. Et très, très c'est vrai que... D'où le miroir. Exactement. Tout ça. Ouais. Et du coup, qui est-ce qui est le reflet de qui, par exemple? Ça, mais tu vois, c'est intéressant parce que ça permet de dire un truc aussi sur les podcasts de la cellule, des choses qu'on dit souvent aux jeunes auteurs qui nous écoutent. C'est nous, en tant que critiques, en tant que personnes qui jouent, on a le droit de proposer des choses, mais vous, en tant qu'auteur, vous avez le droit de ne pas nous écouter. C'est hyper important ça. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est peut-être très intéressant ce que je te propose. Ce serait peut-être un jeu très intéressant ce que je te propose. Mais c'est pas le jeu que tu veux faire. C'est pas le jeu parce que c'est pas le propos que tu défends. C'est pas le propos que je défends, mais ça me donne des pistes sur comment en fait tendre vers ce genre de choses. Parce que ce côté interaction, ouais, on en a eu. Effectivement, mon idée que j'avais eue là... après à chaud, après la partie de le fait de pouvoir donner un coup de longue vue sur les cartes des autres, c'est pas top, mais si ça a créé de l'émulsion, on a eu des super interactions grâce à ça. Ouais. Surtout sur Julien, on a beaucoup aidé Julien parce que comme il galérait avec son bouclier, il dit aidez-moi à trouver les pièges et tout. Moi j'ai trouvé ça super. Mes moments préférés, c'était les moments où on entrait en interaction en fait. Et du coup même si j'avoue avoir bien kiffé looter mon donjon en mode je suis le meilleur, j'y arrive et pas vous. Alors qu'en fait, et c'est ça qui est rigolo. Tiens, petite note critique, je vais faire des bourdieuseries, mais c'est marrant parce que c'est un jeu qui permet de se rendre compte que si on réussit soi-même, on a l'impression de se féliciter de faire soi-même son donjon, mais on ne doit jamais oublier que c'est grâce aux autres qu'on réussit. Parce que c'est grâce au loot des autres qu'on peut faire si facilement son donjon. Et donc c'est intéressant ce que ça raconte sur les interactions sociales et sur cette illusion qu'on a de pouvoir mériter des choses alors qu'en fait on les doit aux autres. Ouais. Donc voilà, une petite réflexion au passage. Tu voulais ajouter quelque chose, Johan, avant que je parte dans mes délires métaphysiques? Non, mais c'est vraiment en fait... Je rebondissais sur ce que tu disais. On a le droit de proposer des choses, mais vous avez le droit de ne pas nous écouter. Ouais, je suis d'accord. Comme je vous disais, le côté du hub central avec une pièce centrale, ça, j'aime beaucoup l'idée, mais je ne vais pas l'implémenter. Mais je vais quand même essayer de faire quelque chose parce que je trouve l'idée géniale, en fait, ce côté où on doit tous être au même endroit pour le faire. Et effectivement,
je vais vraiment faire en sorte d'améliorer ce concept du miroir qui là a été vraiment sous-exploité. C'est là où j'ai la grosse déception de ce côté-là en fait. Du coup, j'y réfléchis depuis tout à l'heure, comme tu parles de ton trip du miroir. En fait, la carte centrale, ça pourrait être tout simplement un miroir. Et dès que tu trouves l'objet de quelqu'un, bam, elle part dans la pièce centrale. Et il doit repasser. Et par contre, pour récupérer un objet, ou pour récupérer plusieurs objets, tu auras une action juste j'utilise le miroir et tu payes pour récupérer X objets de la pièce centrale et les ramener chez toi. Ouais. Ah oui, parce que là, c'est génial. Parce que du coup... Et du coup, tu aurais les coûts pour utiliser le miroir sur ton miroir central et c'est le même pour tout le monde. Ou même tout simplement faire un pari que quand tu arrives donc, au village, tu as du coup le miroir, effectivement ta carte miroir au milieu, ou pour récupérer tes objets, tu fais une action comme ça. Ouais, mais c'est ça. Après, tu as 2 objets. Est-ce que tu vas vraiment payer pour récupérer 2 objets ou est-ce que tu vas attendre qu'il y ait plus de trucs dans le miroir après, pour toi il y a ça, tu te dis, je vais attendre un peu. Et là, c'est génial. Est-ce que tu veux vraiment récupérer tes objets en permanence et dans ce cas-là... Moi, s'il y a le bouclier, je crame tout de suite une action pour récupérer mon bouclier. Tant pis. J'adore cette idée. Mais alors, c'est marrant. Est-ce que c'est randomizer, ça, comme idée, si j'ose dire ? Absolument plus. Absolument plus. Mais on reste. Ça te plaît. Mais après, on reste toujours, en fait, toujours pareil. C'est le côté randomizer, ce qui me chiffonnait autant dans un jeu vidéo. Ça me choque pas que tu aies un objet qui arrive comme ça ex nihilo. Tu es en train d'affronter un boss. Tu es content et d'un coup, paf, tu as quelqu'un qui te donne la Master Sword. Bon ok, tu m'attraques je rigole pas, ça m'est arrivé. C'est arrivé. Tu m'attraques le boss, ok, nickel. Ou alors il te reste plus qu'un hooker et demi, tac, tu récupères une potion bleue, tout bénef. Là, dans un jeu de société, comme on le voit, ça enlève l'interaction en fait. Oui. Donc c'est une mécanique qui fonctionne très bien dans un jeu vidéo, mais qui ne fonctionne pas exactement comme un déplacement. Je vois ça comme un déplacement, que ça ne fonctionne pas dans un jeu de société ou un jeu de rôle. Oui. Là, du coup, le côté, on met ça dans la poule, et d'ailleurs, la carte du miroir qui sera centrale, je mettrai les 4 masques de chaque côté, comme ça on met la pile qui va pour chacun. Ouais. Et du coup, on arrive sur ce côté, vous m'avez mis les trucs là, ok, nickel. Par contre, va falloir que je paye pour ça. Il va falloir que, si vous pouviez juste regarder un peu plus. Ma longue vue, je me mets sur le miroir. J'utilise ma longue vue. C'est bon, t'as pas de piège à ce niveau-là. Ou alors, si t'as un piège à ce niveau-là. Ouais, là, c'est cool. Ouais. Et ça, déjà, le fait de pouvoir interagir comme ça n'est pas du tout randomizer multi-world. C'est vraiment... le coup de la loupe, là, de la longue vue, c'est déjà pas randomizer multi-world. Non, mais de toute façon, tu peux pas retranscrire un jeu vidéo en jeu de plateau, tu es obligé de t'adapter un petit peu. Voilà. Et puis le propos change en fait. Excellent. Oui, mais tu peux avoir justement pour propos de vraiment essayer d'émuler un genre, un style particulier et du coup rejeter des propositions. Je dis pas qu'il faut toutes les rejeter, mais je dis que c'est ton droit de le faire. Ouais. Hein, et donc voilà, c'est très important ça. Et c'est ton droit parce qu'on ne sait pas en fait. Et voilà. Ce serait dommage de refuser une proposition parce que par flemme ou par machin. Ce serait dommage de refuser une proposition par fierté, c'est-à-dire qu'on est trop... Parce qu'il y a des gens aussi comme ça, tu vois, qui sont trop fiers pour accepter les propositions des autres. J'en ai vu des auteurs comme ça qui refusent systématiquement ce que tu leur proposes parce que juste c'est pas d'eux et donc ça les gênerait d'accepter. Hélas, ça existe. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est de ton droit de pouvoir dire mais là non, on va sur des terres. Par contre, où je ne veux pas aller. Par contre, là, d'accepter le coup du miroir en disant non, ça c'est ok. Ça c'est intéressant. Mais c'est rigolo de voir jusqu'où tu es prêt à ne plus être dans le côté randomizer pour voir le jeu que tu veux faire. Après, c'est surtout qu'en fait, c'est là, c'est vraiment, comme je disais, un prototype actuellement. Un prototype qui est quand même qui est quand même assez évolué. Pas mal. Hein. Mais, et tu disais que tu avais eu quasiment les flashs en quelques instants. Là, ce que vous avez devant vous, je l'ai commencé il y a 1 semaine et demie. Et ça, c'est un truc qu'on disait avec Johan. Semaine et demie. Ouais, tu avais fait un bon travail de dégrossi quand même, du coup.
J'ai le tout premier proto. Il est dégueulasse et c'est pas du tout le même jeu. Donc à la base, c'était un jeu, donc c'était pas du tout basé. C'était un petit peu inspiré du randomizer, un peu moins que là. Mais c'était donc. Il y avait déjà ce trip autour des masques, etc. Par contre, normalement, tout le monde était sur le même plateau. Et c'était en fait un monde qui se délite au fur et à mesure. Donc une sorte de Metroidvania où les joueurs vont devoir trouver des objets, trouver des items pour affronter des monstres avec un monde qui s'efface au fur et à mesure. D'accord. J'avais des mécaniques assez lourdingues. Le proto, il n'y avait pas d'objet, il n'y avait pas de pictogramme, rien du tout. C'était juste des 1, des 2, des A, des B. Ah, c'est bon, j'ai A, donc je peux passer par A. Tu t'es dit, je ferai la couleur après, quoi. Exactement. Ouais. C'était juste essayer de trouver des mécaniques qui fonctionnent. Et même si dans ma tête, en fait, j'avais plus ou moins la couleur que je voulais lui donner, ce côté masque, ce côté sombre que je vais donner, si vous connaissez un peu les jeux de Dark Souls et compagnie, c'est pas tout à fait Dark Souls. Ça va être, je dirais plus, Devil May Cry 1, les canons esthétiques de Devil May Cry 1. Une sorte de grand château gothique avec aucun humain dedans, des poupées désarticulées en guise d'ennemis, des espèces de fantômes, et vraiment un monde qui est ruiné en fait. Et juste là, dans le village, on voit juste qu'il y a un coffre qui s'ouvre avec un dialogue, et juste un humain qui est là. Tiens, mais oui, il est où celui-là ? Il est dans le village. C'est le seul dialogue que tu as, c'est dans le village. Sinon, quand tu regardes, tu n'as aucun humain. Ah, et dis donc, je crois bien l'avoir ouvert sans dialogue celui-là. J'avais pas vu non, justement. Non, tu l'avais ton dialogue. Je l'avais le dialogue. Par contre, moi, je suis à peu près sûr de ne pas l'avoir. Par contre, j'ai pas. Si, tu l'avais sous ta main. Il est là, le livre. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors, je l'avais quand j'ai ouvert le coffre. Non, j'ai oublié. Tu l'as eu dès le début. Si, tu l'as eu vers le début. Tu vois, j'ai dû carrément oublier de faire l'action, de mettre le petit jeton. Et une chose qui me fait beaucoup rire, et j'ai fait exprès de dire le dialogue, le cadenas. On parle de dialogue, on parle de cadenas, on parle d'aller dans la mine, on parle de casser des trucs, on parle d'allumer une lanterne. Si vous regardez, on ne fait toujours qu'une seule action tout le long du jeu. On prend un cube d'un point A qu'on met à un point B. Oui, c'est vrai. C'est la seule action du jeu qu'on fait, concrètement. Et j'ai l'impression que chez vous, ça crée de la couleur ça crée quand même. énormément de couleurs, malgré qu'en fait, c'est des pictogrammes assez basiques. Et moi, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. Même j'ai mis la musique de Zelda. Moi j'étais quand même à fond dedans. Ouais, c'est intéressant. Mais après, les pictogrammes créent un langage aussi. Et d'ailleurs, ce qui me fait entrer en contradiction avec ta méthode de création initiale du 1 / cause A, 2, machin, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance des protos et des illustrations utilisées dans les protos, dans l'orientation de la couleur, de l'esthétique et surtout dans l'intégration de la mécanique du truc. Si un pictogramme, c'est une masse, ça implique une action physique. Exactement. Si le pictogramme, c'est un livre, ça implique une action intellectuelle, etc., etc. Et donc, ça colorise vraiment beaucoup la nature d'ailleurs, pour tous les créateurs de jeux de société, jeux de rôle ou autres, c'est l'occasion d'en parler. Je veux vraiment, en fait, je te passerai le lien, soit ce soir, soit demain, ce soir, je t'enverrai ça ce soir, le lien vers le site qui fournit ces pictogrammes-là. C'est vraiment un recoupement d'artistes qui donnent ça sous licence Creative Commons by. Donc, on a juste besoin de les nommer, en fait, dans les jeux. Là, c'est de Lurk, L-O-R-C. Par contre, j'ai plus le nom du site en lui-même. Non, on le mettra dans la description du podcast. Pour que les gens... les seules choses qu'ils veulent en échange, donc on peut même vendre les produits avec ces pictogrammes-là. Ils autorisent, ils font ça sur leur temps libre, ils disent voilà, nous c'est notre métier de base, on a des métiers en dehors. Et puis ça, c'est des choses qui nous ont éclaté à faire pour soit faire des protos, soit pour certains de nos jeux, mais on n'a pas plus d'affect que ça pour ces pictogrammes-là. On ne demande par contre qu'une seule chose, c'est que vous nous nommiez de cette manière-là, donc
par exemple, je pense que même de toute façon je finirai par l'éditer, il faut que je marque exactement qui sont les auteurs de ces pictogrammes-là, de ces images-là, et un lien vers le site. Et préciser que toutes les images qui sont issues de ce site soient réutilisables à l'envi par n'importe qui sous les mêmes conditions. Là. Ouais. Exactement. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils demandent même à ce que tu leur envoies le jeu pour voir. Au moins, en fait, dire à quoi il a servi. Mais si je finis par le faire imprimer, je ne sais pas si je vais le mettre juste à disposition sur Internet ou si je vais finir par... Mais je pense que je finirai par l'imprimer, ce jeu, par un imprimeur et à le vendre, tout en laissant une version probablement téléchargeable et imprimable sur le net. Si j'avais été gamin, j'aurais adoré d'avoir des trucs comme ça, parce que j'avais pas trop... Quand on n'a pas trop de sous ou qu'on est gamin, on n'a pas forcément envie de... On a envie de tester des trucs, on ne peut pas forcément le trouver ou autre. Donc là, tu trouves un truc, tu télécharges, tu imprimes, go. Mais je pense que... Ça, c'est un élément, mais moi, un jeu comme ça, clairement, vu la forme qu'il a, tu fais une règle qui tient sur un A4, ouais. Tu le plies de façon à obtenir la taille d'une carte, tu vas sur un site d'impression de cartes à jouer à la demande, t'en as plein. Hein. Ouais. C'est assez cher, mais tu peux tirer à 1000 par exemple pour pas trop cher et tout. Putain, un jeu comme ça, tu l'imprimes en plein d'exemplaires. Tu vois, je veux dire, après, tu fais, mettons, 54 cartes de chaque type. Tu commandes un jeu de 54 cartes avec une carte seulement, et ensuite tu tries ton jeu chez toi comme j'ai fait, etc. J'imagine même que tu peux imprimer les 54 cartes directement comme ça. Ouais. Et tu te retrouves avec un jeu d'une très bonne qualité, parce que qualité carte à jouer et tout machin truc. Bon, c'est un jeu d'enfant, hein, franchement. Oui, mais je pense que je le vendrai tout en permettant de le récupérer et de l'imprimer de son côté, en fait. Ce sera juste, voilà, si vous voulez soutenir, vous achetez le jeu. Play et achat de Exactement. jeu. Si vous voulez que ce soit déjà imprimé en bonne qualité, parce que vous avez la flemme d'imprimer, que vous n'avez pas forcément le matériel ou autre, si vous voulez juste soutenir, voilà, vous pouvez le prendre. Je verrai de toute façon plus tard. Il faut déjà que je le peaufine pour entrer dans les considérations là. C'est bon. Mais tout ça pour dire que voilà, ces petits pictogrammes, pictogrammes-là, c'est génial pour faire des protos. Parce que pour rejoindre ce que tu disais sur l'importance du prototype, dès le moment où j'ai utilisé ces pictogrammes-là, dès le moment où en fait cette simple association de pictogramme 1, petite flèche, pictogramme B, c'est là où tout s'est découlé en fait. C'est là où tout est parti. Et quand j'ai vu tous les pictogrammes différents, je me suis dit, ok, ça c'est marrant, ça j'aime bien. Ça rentre dans ce que je veux. Et ça t'a inspiré du coup pour des mécaniques. Ouais. Et oui. Donc les pictogrammes ont joué un rôle d'inspirateur de l'auteur du jeu. Ouais. Et donc c'est pas donc AB, AC, machin, 1, 2. On a le fantasme que les jeux de société sont faits comme ça. Beaucoup de gens disent oui, mais en fait c'est des mécaniques et puis l'auteur a ajouté une couleur dessus. Mais alors c'est sans doute vrai de certains jeux à l'allemande, je dis pas. Hein. Mais je crois pas que ce soit le cas des auteurs français, en tout cas que je connais. Ça c'est clair que non. Après, ouais, t'as surtout en fait, en tout cas, je sais pas, moi c'est ma logique, c'est comment retranscrire telle action, tel événement avec des mécaniques. Je vois les mécaniques, mais là, c'est juste, en fait, comme je disais, on prend une ressource d'un point A vers un point B, mais du coup, rien qu'avec cette transition, comment on fait passer un message ? Je disais, une lanterne, tu fais un mouvement, tu fais ça, paf, tu as une lanterne, tu vois qu'il te faut toujours utiliser une action pour aller dans l'obscurité. Tu comprends qu'en fait, tu allumes ta lanterne à chaque fois. Tout simplement, au début, on prend une ressource de combat physique qu'on met dans le sablier, sur le pictogramme du sablier, pour dire voilà, j'ai dépensé une action de physique pour faire un combat. Quand on a l'épée, on prend une ressource du combat physique qu'on met sur l'épée. Après, pareil, pour refaire une attaque physique, on peut prendre une ressource de l'épée pour la mettre dans le sablier.
Là, en fait, ça montre juste, ben voilà, on a l'épée, on est plus agile. Donc, là où normalement, il nous faut une action pour faire un coup, ben là, je peux faire 2 actions, je peux même décomposer, etc. Ouais. Donc au final, j'ai déplacé qu'un seul carré pour donner 2 Voilà. coups d'épée. Et toujours avec cette même action, on prend un pion d'un point A à un point B. Mais comment réussir à faire passer quelque chose avec ça? Ouais, c'est intéressant en tout cas, les petites combos comme ça que tu as trouvées. Excellent. Julien, quelque chose à ajouter? Non, bah, c'est super bien foutu. Ouais. Mais Pour un proto, moi, je reste persuadé, même si ça serait plus trop randomizer, Ouais. que ça ajouterait beaucoup de profondeur au jeu si chaque personnage avait quelques objets un peu différents, tu vois. Des objets quoi. Et Mais du coup, comment tu fais? Parce que du coup, ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller chercher. Par exemple, si les autres Non, ont mais un par monstre. exemple, tu vois, pas avoir forcément les mêmes sorts et pas avoir forcément les Mais mêmes regarde, capas d'épée. S'ils n'ont pas forcément les mêmes sorts, alors, soit c'est de la couleur uniquement, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est mage de la foudre, ou l'autre qui fait du feu, etc. Mais dans tous les cas, tu as un symbole magique. Mais s'ils n'ont pas les mêmes sorts, comme les monstres sont changés au hasard, tu prends le risque qu'il y ait un monstre dans le monde de Johan qui nécessite d'avoir la magie que tu as toi pour le vaincre. Non. Et ça pose Parce problème. que les monstres, si tu Ont regardes deux tous méthodes tes, de- si je tu regardes sais. tous tes Ouais. monstres, c'est tous Non, mais ces comme ils en auront plus qu'une, mais par exemple, tu peux avoir les mêmes capacités, mais pas sur les mêmes objets ou décomposés en 2 objets, ou je sais pas. Ouais, et certains monstres Je seront pense plus qu'il faudrait, faciles. Oh, j'ai de la chance, je suis tombé sur le Lynch Ou King. c'est le pas Lich King. forcément, peut-être pas forcément sur les sorts et sur le. Ça se trouve, faut que la bouilloire soit une personne qui l'est et qui puisse en faire profiter les autres, tu vois, et que les potions pareil. Oui, non, mais je suis assez d'accord que Et les là, ça personnages créerait mangent. encore plus d'interaction si tu avais des objets spécifiques à un personnage et qui puissent en faire profiter les autres, en fait. Ouais. Mais parce que le fait qu'on ait tous accès à tout dans notre coin, bah, ça fait moins d'interaction. Et... Il y a moins de hype en fait. Aller voir Ouais. ce que les autres ont. C'est ça. Ouais, parce que tu sais que tôt ou tard, tu auras la même chose. C'est vrai que c'est. Faudrait que chaque perso ait au moins un truc que les autres puissent pas faire. Vous avez joué à FF12 Final Fantasy XII? Non. C'était un des défauts du jeu pour moi. Ils avaient dans le. Alors moi, j'y ai joué sur PS2, donc je préfère préciser parce qu'il y a des versions PC qui ont été améliorées et tout ça entre temps. Donc la version Zodiac et tout ça. Mais sur la version PS2, il y a un moment donné en fait où tu avais tellement de pex que tous tes personnages étaient identiques. C'est-à-dire que tous tes personnages étaient guérisseurs, tous tes personnages étaient archers, tous tes personnages étaient tout en fait. Parce que ils avaient donné trop de points d'expérience. Donc, au début, tu te spécialises et donc c'est trop cool parce que tu as une vraie sensation de te spécialiser. Puis en fait, à la fin, tu vas tellement chercher tous les bonus pour tout le monde qu'en fait, tous les persos sont le même personnage. Et là, tu fais en fait, c'est juste leurs bases qui sont différentes et derrière, leur skin en fait. Et ça, c'est un peu. Ou alors, bizarre. faut peut-être aussi, ça peut être juste ça. Ça peut être sur le personnage, t'as les actions de base que tout le monde a et il y a une autre action qui est spécifique au personnage. Pour la petite anecdote, Johan. les 4 masques ont chacun un nom. Poison, cendre, larme et cendre. Et Ah du oui, coup- c'est vrai, tu m'avais dit ça. Et du coup, effectivement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Donc je ne sais pas si ça va être sur Ils le ont un personnage nom. en lui-même. C'est les auteurs des pictos qui leur ont donné ce Non, nom-là non, c'est Ou moi. C'est toi. C'est Ouais, moi. ouais, c'est toi, C'est pas les personnages là. Ça, c'est vraiment. Ils sont pas du tout représentés là-dessus. Là, c'est quand tu prends les 4 personnages, t'as rien qui correspond aux 4 D'accord. noms que j'ai donnés. Ok. Mais Parce que j'étais en train de chercher qui correspond à qui. non, il y a pas. Ce sera. Plus tard. Faut savoir que. Ma copine là, et dès qu'on fait des brocantes, dès qu'elle voit des masques vénitiens, elle me dit ah et tout, il y en a un là-bas. Je commence à m'en acheter beaucoup trop pour justement, je commence à en avoir partout. Et pour justement faire des designs qui pourront vraiment représenter ces 4 personnages là en fait. Donc pour l'instant, c'est pas du tout ces pictogrammes là. Mais ça va être, dans la version définitive, ça va être vraiment des masques vénitiens qui vont représenter ces 4 traits-là, en fait. Ces 4, du moins. Oui. Éléments, on pourrait voilà, dire. éléments là, Larmes, on va dire cendres, ça. Quoi. sang. Voilà. Et du coup, effectivement, j'étais en train de me dire, au moment où tu disais ça, quand tu as dit ça, je me suis dit, ouais, effectivement, ça pourrait être intéressant qu'il y en ait un qui ait la longue vue, l'autre qui ait la théière,
L'autre qui Ouais, est... ou ça peut être, effectivement, ça peut être un objet de départ aussi. Ouais. Soit ça, soit une capa sur la carte du masque. Ou même tout simplement juste un objet, en fait, Oui. qui est différent, mais Ouais, qui c'est permet ça. en fait d'avoir énormément de différences de jeu. Et du coup, tout seul, ça ne change pas grand-chose. TR peut-être un peu plus. Ça, faut que je vois comment Ouais, équilibrer ça. Ouais. Mais Bah, tu pourrais. Ouais. et du coup, ça permettrait même d'ailleurs pour les joueurs, en fait, il y a 4 jeux différents. En fonction de si tu joues tout seul, d'avoir 4 expériences différentes, en quelque sorte. Et difficultés différentes du coup, parce que je pense que celui qui a la TIR, il est vachement avantagé Ouais. par Mais rapport ça, à. de toute façon, la TIR, ça sera plutôt une TIR améliorée. Parce que la TIR est indispensable pour terminer le jeu. Ouais. Faut voir. J'ai remarqué ça. Avec les cristaux, oui, on n'a pas dit non plus que les cristaux faisaient regagner des ressources et donc des Ouais. actions. Donc quand tu trouves un cristal, tu recharges aussi un peu ton personnage. Clairement, de toute façon, il y a une question d'équilibrage. Exactement. Je veux dire, là, c'était trop facile. Oui. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Et par contre, les sensations sont là. Ça qui est marrant, c'est que même si c'est facile, on a eu les sensations randomizer. Mais c'est vrai par contre, on n'a pas eu les sensations skill, quoi. Tu vois. Enfin, les sensations où on se dit, ah là, c'est chaud. Là, heureusement, on a fait preuve de circonspection parce que sinon, on serait mort. Enfin, tu vois. Et On n'a pas eu ces sensations-là. Là. c'est pour ça que C'est j'avais ça qui rajouté reste la amélioré. petite fée et la longue vue, en fait. Mais effectivement, pour pouvoir voir ce qui est caché et se dire, ouais, je vais pas passer par là, pour enlever ce côté hasardeux de tu retournes une carte, ah merde, et tout, c'est le roi Lich. Fait chier, je suis obligé de me le prendre. Et en fait, t'aimes bien le hasard, j'ai l'impression, toi. Oui et non, en fait. J'aime bien quand c'est juste ce qu'il faut. Mais là, il y en a encore un peu de trop à mon goût. Le fait... quoique... Oui et non, parce que là, la longue vue, on l'a assez peu exploité au final. Ouais, mais alors, je trouve que la petite fée, c'est le seul truc que j'ai trouvé de trop, en fait. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, La petite fée, c'est quoi, la petite fée? La petite fée, c'est quand le- Ah oui, tu quand on monstre. tue un monstre. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai le plus utilisé, moi. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu m'as dit C'est n'oublie gratuit, pas ça, en et fait. C'est C'est peut-être pour scandaleux, ça en que fait, tu de utilises ce- pas et c'est pour ça que tu utilises pas la longue vue. En fait. Ouais. Mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais Qu'est-ce ouais, que ouais, c'est que la petite fée, il faut que je trouve un moyen de la... Parce que je comprends pas le trip de la petite fée avec les... Ah oui, si, parce que c'est comme dans Zelda, quoi. Quand tu tues le boss, tu récupères une fée, c'est ça? Bah, en fait... Parce que là, je comprends pas le lien entre je le voyais picto et le... plus le côté elle peut partir en éclaireur ou autre, mais Ah, là, Navi. c'est pas... Ouais, D'où le exactement. Navi que t'as dit Ouais. tout à l'heure. Ah oui, Mais d'accord, ok. c'est... Là, c'est la dernière carte que j'ai rajoutée, mais je pense que D'accord. c'est la carte de trop, effectivement. Ouais, Parce que la longue c'est- vue, je c'est pense. quoi? La en longue vue, différence c'est tu es à un feu de camp, tu défausses une ressource générale et tu peux voir 3 cartes. 3, ça fait peut-être beaucoup, non? Ça aussi, en fait. Alors, Oui. qui t'a viré Navi Ouais. Je sais pas. Ouais. En même temps, tu dois être au feu de camp, donc tu peux Ouais, regarder mais avant. du coup, ça sera 3 dans des piles différentes. Maintenant, si tu peux regarder que celle du dessus, tu vois. Ouais. Ou ça pourrait être une chez chaque joueur. Enfin, chez 3 joueurs différents. Ouais, une par joueur différent. Tiens, c'est pas bête ça, Ouais. longue Ouais. vue. Ouais. Et chez les autres, de préférence, tu peux pas regarder chez toi. Ah, Ça ce force qui à pourrait même être l'interaction. rigolo. Ouais, mais si tu joues à 3, du coup, t'en Bah, perds une. Ouais, mais je viens même Ouais, de si trouver tu joues à 2, ça marche pas non plus, en fait. peut-être Du coup, un système rigolo. C'est je suis au village. J'utilise la longue vue. Je regarde la carte du dessus de ton village. Je suis obligé de regarder la carte du dessus de tous les villages. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Vu qu'on est dans un miroir, en fait, on voit les tout d'un coup. Ok, ouais. Ouais, bah ça pourrait être bien. Ouais. De toute façon, ce sera à toi de décider parce qu'il n'y a que toi qui sais. Et en fait, ouais, le fait de pouvoir voir un par joueur, ouais, si ça, je vais le prendre. Mais si on regarde le village, on est obligé de regarder tous les villages. Ouais. Si on veut regarder les ruines, on regarde toutes les ruines, etc. Ça évite d'optimiser complètement ce panachage. Ouais. Ah, parce que regard. c'est ça qui a fait que c'était un peu facile aussi, c'est le fait qu'on pouvait tout voir à l'avance. En termes de point de vue, Quasiment. je suis d'accord avec Ouais. toi. Mais ça n'a Et rien changé en tout termes d'action. Et de tout anticiper, de faire les bonnes actions au bon moment, Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. de pas prendre de risques. Ah ouais, t'enlèves la fée. Tu vois, on refait même un playtest là, t'enlèves la fée. Je suis pas sûr que ça se passe aussi bien. Hein. Mm. Faut voir. Parce que là, tu l'as rajouté juste ce soir, la fée. Hier, t'as testé en hier solo quand je me suis dit, le fait de
te révéler un monstre en aveugle, le côté... C'est que Ah oui, c'est trop pété en aléatoire, du coup. c'est ça. Ce que je voulais, c'était vraiment en fait une réflexion en mode voilà ce qui s'offre devant moi, avoir un travail d'optimisation en fait. Tu peux pas classer tes monstres en niveau. Ouais, mais là, ça devient compliqué, C'est je ça. pense, à mettre en place et tout. Non, mais C'est- c'est-à-dire que tu vois, dans le, bah non, dans le dos de la carte, tu Ah mets oui, des boss. en fait, tu vois le niveau dos de 1, la niveau- carte, tu sais que c'est un niveau 2, donc Voilà, c'est tu ça. sais que tu Ouais. prends des risques. Si c'est un niveau 1, tu sais que Ah tu oui, peux ouais, je tenter, vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, c'est vrai. Sachant que les pièges, ça peut être niveau 3, niveau 2, niveau 1, et que, Ouais. et que là, surtout les que- pièges, c'est pièges, quoi. Ouais. Ah oui, ça c'est pas mal. Ouais. En plus de ça, ça devient raccord avec la longue vue. C'est voilà, je vois que j'ai un niveau 3 ici. Est-ce que c'est celui qui est plutôt spécialisé magie? Est-ce que c'est celui qui est spécialisé combat? Bah là, je vais peut-être cramer la longue vue pour le voir en fait. Ah, ce qui serait trop bien, ce serait un petit objet qui permette de passer sur la carte et de voir le niveau du monstre. C'est-à-dire que ta longue vue, tu sais, vous savez, c'est comme ces jeux d'enfants Ouais. où tu fais passer un film rouge sur un truc qui est codé, et quand tu fais passer le film rouge, d'un seul coup, tu vois le niveau du monstre apparaître. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, ça serait top, quoi. Du coup, tu pourrais regarder, tiens, c'est un niveau 3. Et là, la longue vue, ça te permettrait même pas de savoir qui est le monstre, mais quel est le niveau du monstre. Mm. Là, ça sera encore plus top. Mais ça, c'est très compliqué à mettre en place en réalité. Oui. Ou alors, tu mets le niveau dans le coin de la carte, et du coup, tu as juste le droit de regarder le coin comme ça. Ouais. C'est tout simple. Ouais, mais les cartes vont être vite défoncées. Ah, alors là, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr. Non, parce que tout reste assez fluide et simple, donc faut pas non plus que ça complique les choses, Ouais. mais ça juste donner de l'interaction et de la couleur. Déjà, il faut que tu fasses playtester cette version-là en enlevant éventuellement le papillon si tu veux, enfin la Exactement. Navi, à plein de gens et que tu vois comment ils réagissent, tu vois. C'est ça. Déjà, voir leur réaction. Et puis comme ça, si tu as 15 personnes qui te disent « Oui, je trouve que les pictos, ils sont pas dans le bon sens. » Bon, bah là, c'est bon, quoi. Tu peux dire « Ok, je les inverse. » Mais tu vois, là, je pense qu'il faut que tu fasses des tests aussi avec des gens très différents. Bah bravo, Johan, hein, dis donc, pour un premier test. Et nous, on veut tester la V2, du coup. C'est ça. Ah bah, nous, on a envie d'échanger nos 5 cristaux contre le niveau, la sphère 3. Ouais. Bah, de toute façon, là, Et c'est 4. sûr, il y aura une sphère 3. Sphère Ouais. 3 plus... Motive. comment ça s'appelle? Ouais. Où en fait, ce sera tout simplement que... peut-être un ou deux objets, mais ça va être la Du foire aux monstre, quoi. monstres, en fait. Ah, ouais. ouais, bah oui. Oui, Parce que pourquoi on va chercher des sphères? C'est vrai que il y avait Des pas de cristaux. topo au départ. Ouais, Les cristaux. des cristaux, ouais. Il veut de l'histoire. lui. Bah, Je vois ça. Dans 2 minutes, il voudra faire du roleplay, Julien. Mais justement, là maintenant vous l'avez ouvert, et c'est exactement comme dans Zelda 3, vous allez pouvoir ouvrir cette fameuse tour Ouais. pour défoncer le gros Ok. cochon à la Comment fin. t'as D'accord. appelé ça, le gauntlet? Le gauntlet. Ouais. Oui, donc c'est vraiment pour accéder à la Et sphère là, 3, en fait, du coup. t'étais juste en early access, et Ok. du coup, Voilà. tu es face à un mur invisible. Je n'ai pas pu le symboliser, mais Non, mais en vrai, dans les jeux de société, je m'en fous du background, mais il y a des gens, ils vont dire bah non, je vais pas chercher 5 cristaux si je sais pas pourquoi. Ouais, Je vais chercher du pain. j'en connais des comme ça. Ouais. S'ils trouvent que le jeu, ils comprennent pas l'intérêt, ils vont même pas jouer, quoi. Moi, je connais des gens qui sont complètement l'inverse, en fait. Ah ouais. Si tu leur parles des cristaux et de l'histoire des cristaux, ils vont se Ils vont barrer en dire courant. quand est-ce qu'on joue. C'est ça, exactement. Ouais. Alors là-dessus, voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Johan. merci à vous. Hein, merci beaucoup, Julien, de t'être prêté à cette expérience. Bah, de rien, merci À de très m'avoir bientôt, tout invité. le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. À bientôt.